Salut les marques, salut les smarts, c'est le peuple de Catch Up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch, le wrestling et le catcho. Chaque semaine, la lucha d'ailleurs ça se dit, bref. Chaque semaine, les chroniqueurs passent au crible tous les shows WWE et consorts et compassors. Et donc, nous sommes réunis ce jour en ce lieu symbolique qui est Détroit, Michigan, pour un show le plus chaud de tous les shows de l'été. WWE SummerSlam. Et pour du coup révolver un PLE, je suis Papy, mais je ne suis pas seul, car je suis accompagné non pas par une, mais par deux personnes pour une triple frite exceptionnelle. Et je vous présente donc les Gigi, les Double J. Tout d'abord, Géliel. Bonjour Géliel. Ah non. Ah, il s'est Oh le mute. botch. Eh Ah, le ben donc botch. pas bonjour Géliel, va Salut crever. Papy. Micro coupé. Salut Ah ouais. Papy. Ouais, salut à tous. Très content d'être là pour reviewer ce SummerSlam où il y a eu du slip, de la sueur à Detroit, comme tu l'as dit, où on avait vu, je crois, Randy Orton parcourir les rues. Mais nous en verrons un petit peu plus. Nous en verrons un peu plus lors de cette review, ma foi, qui part sur les chapeaux de roue. Tout à fait, on ne dévoile pas quand Roderton interviendra durant le show. Et donc je parlais d'un deuxième Double J. J'aurais dû commencer par lui, vu que lui au moins il était fidèle au poste. C'est Giscal. Bonjour Giscal. Salut Papy, salut peuple de Catch-Up, salut Géliel. Quelle intro, ça annonce du très très lourd pour ce show le plus chaud de tous les shows, comme tu as dit. Ah ouais, voilà, ça c'est chaud, c'est l'été, on est tous en maillot là, on est tous sous le soleil. C'est magnifique. Et du coup, pour commencer, on commence par quoi? On commence par quelque chose d'original, on commence par un opener. Un opener qui va affronter deux personnalités, deux spécialistes du catch, on verra, du cirque plus certainement, mais bon, qui étaient là opposés en opener de ce SummerSlam, puisque nous aurons donc Logan Paul, la star de YouTube, versus Ricochet, la star de TikTok. Un grand match pour ouvrir ce SummerSlam, puisqu'il il va nous durer comme 18 minutes. Hein. Pouf, c'est SummerSlam, je crois qu'il fait 3h30 le show complet, et les matchs étaient quand même plutôt longs. Et donc, un gros opener entre donc voilà, finalement deux personnes en quête de crédibilité, entre l'ex-youtubeur et puis le catcheur dont on ne remarque que l'highlight et rarement ses qualités in-ring. Et donc, match équilibré, avec bien sûr pas mal de mouvements spectaculaires, des finishes en veux-tu en voilà, des coups de poing, des grosses patates dans la tête, des shooting star press, et je te contre, et que je recouvre, et je te fais des fox splash. Et puis un match finalement qui est assez enlevé, et où Ricochet va finir par prendre le dessus quand même. Il faut quand même le noter. Mais malheureusement, au moment où il prend le dessus, il y a un homme qui semble être plutôt un technicien qui en cachette va filer un point américain à Logan Paul, qui va en profiter pour foutre la patate de l'espace à Ricochet pour le mettre KO pour le compte de 3. Et donc c'est Logan Paul qui s'impose dans ce match pour ouvrir le SummerSlam, et qui donc est la véritable star de catch dans ce match. On est bien d'accord, Géliel? Peut-être discuter ou d'abord, peut-être, avant d'asséner des vérités. Non. Si, c'est bon, c'est fixé. Il faut que tu prennes position. Voilà, hop, allez. Alors, je prends position. Pour moi, ça avait été annoncé comme une espèce de show stealer potentiel. Je dois dire que techniquement, j'ai été vraiment ravi de voir cet affrontement-là. J'en attendais pas moins, et vraiment, je trouve que il a mis la barre très très haut pour le show, d'une part. On a vu des choses qui étaient quand même derrière, qui pour moi ont été finalement moins enlevées, beaucoup moins enlevées en comparaison. J'aime beaucoup, vous le savez, les techniciens, et puis quand ça voltige un petit peu. Je suis moins amateur du big gros Atemi qui fait rougir le torse. Et j'ai vraiment adoré ce combat, qui en plus avait un petit peu, ça racontait quelques histoires. Il y avait Ricochet qui finalement est positionné comme, pour lui de la meilleure manière qui soit. Il n'a pas une voix qui va faire trembler les rafters. Il n'a pas des promos extraordinaires. Il a surtout un catch qui est très athlétique, très esthétique, très virevoltant. Et je trouve qu'une opposition avec Logan Paul qui présente ça, plus le reste,
qu'il a un package un peu plus complet, je trouve, que Ricochet, faut pas se mentir. Je trouve que ça faisait une opposition hyper sympa. Vraiment, vraiment hyper sympa. J'ai adoré le match. Je vous le dis, la fin un peu bizarre avec ce point américain donné par je me souviens plus qui d'ailleurs, mais qui permet de protéger un petit peu Ricochet. Je sais pas jusqu'où ça va aller, n'empêche que on a Ricochet dans un opener de SummerSlam sur un match qui n'a pas du tout à rougir par rapport à d'autres qu'on pu suivre. Très fan de l'opener. La foule est partie quand même assez vite aussi dessus. Il y a eu quelques petits moments un peu plus calmes par la suite, mais voilà, tout le monde est parti dessus. Et moi, j'ai vraiment bien aimé ce que les deux athlètes nous ont présenté. Vraiment, du début à la fin, ce combat m'a ravi. Voilà. Très bien. Alors, et avant que je passe la main à Giscard, je vais oublier juste un petit détail sur la fin du match, puisqu'en fait, il y avait comme un enjeu. Enfin, la dernière promo pré-pay-per-view avait tourné autour de Samantha, la fiancée de Ricochet, Ouais. qui est la ring annonceuse. Et donc, du coup, ils ont un peu joué là-dessus sur le fait que elle doit annoncer Logan Paul en vainqueur. Et la caméra s'est beaucoup attardée dessus. Et Corey Graves, avec beaucoup de classe, fait beaucoup de commentaires là-dessus. On sent que Carmella n'est pendant pas tout là le en ce match. moment. Du coup, il est un petit peu trop chaud, le Corey Graves. C'était Giscard, est-ce que tu es dispensable. chaud aussi? Ouais, très très chaud. Moi, dès qu'il s'agit de Samantha, moi j'étais forcément sous le charme. Mais j'en attendais beaucoup plus. D'ailleurs, ouais, Corey Graves a été un peu lourdeau pendant tout le match, en effet, dès l'introduction. D'ailleurs, j'en attendais un petit peu plus de ce finish. Je trouve que c'est dommage, c'est passé inaperçu, que ce soit à la télé ou même pour les gens dans la salle. Parce que j'aurais bien vu Samantha traîner un peu des pieds pour annoncer Logan Paul vainqueur. Mais en fait, elle a fait l'annonce classique. Et puis Logan Paul qui l'a un petit peu taunté en mode vas-y, redis-le, j'ai bien aimé, redis-le. Mais elle l'a même pas. Enfin bref, ça n'a même pas vraiment été commenté. Donc j'ai trouvé que c'est dommage parce que ça faisait partie des micros enjeux de ce match que je trouvais assez amusant et ça n'a pas vraiment été exploité. Mais bon, au-delà de ça. Moi, je suis un peu comme Géliel. Alors, comme Géliel, j'ai adoré ce match, même si pour le coup, moi, c'était moins. Je partais de plus loin parce que c'est pas du tout mon style de match. Alors, je sais que tu avais introduit un petit peu ce match-là avec ironie, Papy, en parlant de un peu un match de cirque ou de deux acrobates. C'est vrai que moi, c'est pas trop ma cam, ce genre de truc. Et je sais que si on avait toutes les semaines, c'est le genre de truc qui me gonflerait très vite. Et c'est vrai qu'à la WWE, c'est tellement exceptionnel, en quelque sorte, ce genre de show match un peu. C'est vraiment des. Il y a quasiment pas de scénario en fait, hein. Il y a quasiment pas de storytelling. C'est une sorte de concours de ce que tu peux faire, je peux le faire mieux. Et puis les mecs se one up constamment. Et c'est l'escalade jusque à ce finish finalement assez habile où dans un match où c'est l'escalade permanente et le high fly et tout, et finalement Logan Paul peut-être se sentant dépassé par les événements et le plus roublard et le plus expérimenté, finalement, il utilise une des ficelles les plus anciennes et les plus catchesques finalement de ce qu'on a vu dans le match, hein, qui est voilà, la triche avec la distraction et dans un match qui était très basé sur l'acrobatie, c'est finalement le catch du rookie qui l'emporte. C'est assez paradoxal presque comme finish, mais plutôt bien joué pour protéger Ricochet qui représentait la WWE et Logan Paul qui était l'outsider. Donc le fait qu'il gagne pas non plus clean ce genre de confrontation, ça me paraît important. Donc ouais, globalement, moi j'ai été très diverti. C'était l'opener idéal pour ce show. Voilà, il y avait quelques moves. Enfin, franchement, là, il y a la Spanish Fly qu'ils ont sorti à l'extérieur du ring. Et puis il y a aussi quand Logan Paul fait un buckshot lariat à l'extérieur du ring, mais en plus sur le sol. Enfin, il y a eu quelques trucs qui étaient assez hallucinants. Et Ricochet aussi n'était pas en reste, évidemment, mais qui était plus là pour bumper et sell pour Logan Paul. Mais voilà, faut encore une fois de toute façon, tirer son chapeau à Logan Paul qui fait. C'est juste dingo ce qu'il fait en si peu de temps à la WWE, je trouve. La ribambelle de matchs maintenant qu'il a avec des highlights et des moments de ouf. Donc voilà, super opener, très beau showcase pour Logan Paul, très divertissant et ça nous lance. C'est le genre de match qui met la foule en feu pour la suite de l'émission. Donc moi j'étais très très convaincu. Ouais. Alors, en feu, on en reparlera. La foule, c'était quand même assez compliqué, j'ai trouvé, ce soir. Bon, Enfin, sur SummerSlam. euh, Enfin, en tout cas, c'était très inégal, hein. Il y a oui, c'est très inégal, je suis d'accord. Oui, ça c'est très sûr. très Mais en tout cas, inégal. voilà. Ouais. C'était. Mais bon. Et alors, du coup, j'ai une petite question bonus pour vous deux.
Qui, à votre avis, qui ressort grandi finalement de ce match-là? Parce que finalement, c'était un test un peu pour les deux, entre Logan Paul, qui avait on va dire un premier match sans être trop bordé Mhm. par les méga tauliers. D'habitude, il avait toujours eu les ultra vétérans, et là, il y avait Ricochet qui est un vétéran du catch, hein, y a pas à redire là-dessus, mais qui par contre niveau WWE est comme bien moins haut que tous les gars qui a affronté jusque-là. Mhm. Et Ricochet qui lui avait un match face à une star en opener d'un des shows majeurs. C'est pas, enfin, genre, c'est certainement un des plus grands matchs de sa carrière à Ricochet. Donc, Oh oui, qui, à très votre avis, clairement. ressort plus grandi de ce test-là? Bah, écoute, moi, je pense que c'est, enfin, incontestablement, c'est Logan Paul. Ricochet, enfin, il pourra toujours s'en servir comme fait d'arme pour les prochaines semaines, peut-être, histoire de, qui ça n'a pas été très clean, donc il va peut-être lui chercher un petit peu des noises, histoire d'eux, avant de retomber dans la locarde. Mais le projet, enfin, en tout cas, je pense, hein, n'a jamais été Ricochet dans ce match-là. C'était vraiment, il fallait en effet donner une victoire à Logan Paul, qui avait quand même pas mal perdu contre des gros profils de la WWE. Donc c'était l'occasion de donner une belle victoire à Logan Paul et puis en effet comme tu dis de le tester un peu. Moi je continue à penser qu'après ce match-là c'est toujours vrai. Logan Paul il est très impressionnant de précocité technique et athlétique et de compréhension du ring. On sent qu'il est beaucoup plus à l'aise même pendant les matchs avec pour taunter un peu la foule. Enfin je trouve qu'il a pas mal aussi progressé là-dessus pour jouer un peu avec le public et continuer à attirer de la hit malgré son catch qui est qui est presque celui d'un babyface, hein, concrètement. Il catch comme un babyface, mais il arrive quand même à se faire bien huer. Le seul truc, c'est là où il est, je trouve encore très. C'est là où on l'avait vu assez faible, moi je trouve, face à des Roman Reigns, face à des Seth Rollins. C'est dans en fait, c'est dans les transitions entre les spots, c'est le mat wrestling, finalement les petits temps morts dans un match. Tu sens qu'il sait pas forcément trop où se mettre. Et là, il n'a pas vraiment pu être testé là-dessus parce que justement, c'est un match qui cache assez bien ce type de faiblesse parce que comme c'est un spot fest, bah, finalement, t'enchaînes et tu vois pas ce que donnerait Logan Paul, on va dire, dans une configuration plus bah, de classique de match de catch parce qu'il n'aura pas toujours des fous furieux en face de lui comme ça. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, pour moi, c'est très clairement Logan Paul qui ressort grandi, qui a encore une fois fait fermer pas mal de bouches en quelque sorte, et puis qui d'une certaine manière donne énormément envie de le revoir dans un ring, quoi. Toi, Juliel? Je suis pas complètement d'accord. Je trouve que Logan Paul enfin, est sur un niveau plus élevé. Ça, il n'y a pas à tortiller. Je te rejoins, Giscard, là-dessus. Mais je pense que ce match-là a sans doute fait plus de bien à Ricochet qu'à Logan Paul. Ça a confirmé certaines choses pour Logan Paul. Sa capacité, tu l'as dit, à pas forcément être la pièce ajoutée à un énorme soit champion, etc. Il est capable de faire des bons matchs, même contre finalement, je vais pas dire pas grand-chose, mais contre du mid-carder ou low-carder, si vous voulez, et donner un match même avec une orientation ou un thème autour de cet athlétisme bien particulier. Il y avait moins d'histoire, hein, c'est très clairement, et même la fin, ils sont passés outre parce que c'était quand même voilà pas terrible non plus le petit échange avec la femme de Ricochet. Mais il a pas, Samantha. voilà, j'ai pas trouvé que c'était qu'il avait vraiment engrangé beaucoup de choses. Pour Ricochet, pour moi, c'est quand même un match en pay-per-view contre un Logan Paul qui est effectivement qui a un statut bien à part. Et c'était lui confier, même avec une stipulation bien particulière qui tapait pile dans ce qu'il savait faire, c'était lui confier quand même une partie des clés du camion. Et je pense que c'est quelque chose qui le fait plus progresser que Logan Paul. Enfin, souvenons-nous qu'il a fait des matchs où il a été soit squashé, soit pas bien mis en avant, soit où il n'était pas forcément en 1v1, donc plutôt sur des battle royale ou des choses comme ça. Là, voilà, je trouve que lui a plus marqué de points. Je dis pas que Logan n'en a pas marqué, mais je trouve que Ricochet a plus marqué de points sur cette affaire-là que Logan Paul. À ce moment-là, tu penses pas, peut-être qu'il, dans ce que tu dis, il a peut-être plus marqué de points vis-à-vis du management, mais vis-à-vis du public, est-ce qu'il a vraiment plus marqué de points? Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui sont sortis du stade en se disant, j'ai vraiment Je envie de suis d'accord avec revoir toi. Ricochet absolument, quoi. Mais Je suis d'accord avec toi. C'est plutôt vis-à-vis de la hiérarchie en leur disant voilà, vous voyez ce que je suis capable de faire. Peut-être qu'il y a ouais, moyen de tout à fait. construire autre Ça, c'est chose vrai. que.
Et c'est en ce sens-là que je trouve que pour Ricochet, c'est aussi une très belle opération pour lui, quoi. Très bien, très bien. Bah, nous arrivons en fin d'émission. Vous trouverez la suite des résultats dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas d'envoyer des sous à Ketchup pour qu'on puisse faire des vidéos plus longues. Allez, Déçu. des sioux, voilà, pour la lutte. Oui, bah alors, on parlait de lutte. On va monter au niveau de lutte avec des gabarits un peu plus hauts, puisqu'on va passer à des heavyweights, puisque nous avons un autre match sans enjeu ce soir. Une redite de certains shows. Alors certains seront du coup blasés par ce match-là. D'autres diront que la WWE a pris la facilité. Je vais quand même vous décrire le match qui était opposé Brock Lesnar à Cody Rhodes. Au cas où certains ne les connaissent pas, qui sont deux catcheurs américains fort connus. Et donc du coup un match qui va être en plusieurs phases en fait. Une première phase en fait qui est, j'ai envie de dire l'habituel, c'est-à-dire Cody Rhodes qui se jette sur Brock Lesnar pour essayer de le mettre le plus de coups possible avant de se faire choper, puis qui au bout d'un moment se fait choper. Et donc assez rapidement dans un match quand même qui va durer, alors attendez, je vais vous donner le durée, quand même un peu moins longtemps finalement que le précédent, mais quand même 17 minutes 29. Assez rapidement, la prise de pouvoir de Brock Lesnar va s'avérer quasi décisive, puisque Cody Rhodes il se fait foutre dehors et il se relève pas, quoi. Donc le mec commence à compter là, l'arbitre, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Hop, Cody Rhodes remonte à 9. Ouf. Brock Lesnar il fait oh là, c'est pas normal ça. Allez hop, German suplex. Pouf. Cody Rhodes retombe du ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il se relève et il remonte dans le ring. Ah bah non, c'est pas possible. Et bah du coup, une German suplex. Cody Rhodes retombe du ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, Cody Rhodes se réveille. Oh là, Lesnar, il est pas content. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il descend du ring. F5 sur la table des commentateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, Cody Rhodes se relève. Oh là 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 là, quel suspense. Et donc, bon, Lesnar, ça commence à le saouler un peu. Alors, durant tout ce temps-là, je comptais, comme je ne pouvais pas faire deux voix en même temps, il y avait aussi Lesnar qui, en même temps, disait à Cody, non, mais arrête les frais, reste par terre, là, tu me fais pitié, mon gars, ne te relève pas. Et il disait même à Michael Cole, dis-lui à Cody Rhodes qu'on n'en peut plus, là. Ça fait déjà 4 fois qu'on compte jusqu'à 9, il faut qu'il reste par terre. Et donc, il y avait Michael Cole qui, forcément, vu qu'il n'y avait plus de table, vu qu'il y avait Cody Rhodes qui était passé à travers, qui disait non, Cody, pense à ta famille, pense à tes enfants, pense aux enfants de Luke Harper ou je sais pas quoi. Il faut que tu arrêtes. C'est pas grave d'arrêter, mais Cody ne veut pas arrêter. Cody se relève une nouvelle fois. Et alors que Lesnar s'apprête je sais pas, il va peut-être lui arracher les viscères, Cody arrive à pousser Lesnar contre le coin du ring. Et alors là, changement total de configuration. Les deux hommes remontent dans le ring. Là, c'est des coups en veux-tu, en voilà. Lesnar tente du coup de faire la Kimura, non pas la Kimura, si la Kimura Lock sur Cody Rhodes pour lui arracher le bras, mais Cody Rhodes dans un effort ultime arrive à accrocher la corde. Les deux hommes reprennent le combat. Cody à l'occasion d'une German suplex arrache le coussin protecteur de l'angle du ring. Et vous devinez la suite. Et 2 secondes plus tard, pouf, Lesnar se prend le coin du ring. Et là, Cody nous fait, je crois que c'est des Cody Cutters qui nous sort dans la foulée pour mettre par terre Lesnar. Il lui tend la Kimura Lock qui va durer à peu près 2 secondes parce que les bras de Cody ils font, on dirait des doigts en fait pour Lesnar tellement c'est pas du tout les mêmes épaisseurs. Mais Lesnar a l'air d'avoir vachement mal quand même. Et donc du coup, au sorti de cette Kimura Lock, Lesnar s'en sort, mais alors qu'il tente de passer un dernier F5, la douleur est trop forte dans son bras et Cody arrive à contrer ça en triple crossroad pour la victoire. Et donc du coup, juste pour finir, on a donc Lesnar qui se relève avec manifestement le bras cassé pour ses 10 secondes de Kimura Lock. Cody, lui, a eu 25 minutes de Kimura Lock, mais son bras est plutôt en bonne forme. Et donc, ils enlèvent chacun leurs gants et se serrent la paluche. Lesnar fait un gros câlinou à Cody en mode je te respecte quand même, un petit merdeux. Lui, il lève le bras, bien sûr, le bras qui était pété, mais bon, Cody il était trop content pour s'en rendre compte. Et après, Cody fête sa victoire avec un public en feu, dont sa maman qui était de nouveau aux abords du ring.
Fou là là, que d'émotions, que d'émotions. Allez, Giscal, dis-le-moi, t'as vraiment cru qu'il n'allait pas se relever, hein, Cody Rhodes? Ouais, j'ai vraiment cru qu'il allait pas se relever. Écoute, sur le dernier, quand il saute à 9,5, franchement, ouais, je me suis demandé s'ils allaient pas tenter le décompte, enfin ce finish-là, ça m'aurait évidemment déçu. Non, bah écoute, alors je sais pas si c'était ironique ou pas, enfin, j'ai trouvé que là, pour le coup, le public était vraiment, en effet, Ah en non, le public était en fusion. feu, ça, je suis pas Ah ouais, ironique ouais. sur cette partie-là. Ouais, ouais, le public était en fusion. D'ailleurs, j'ai été absolument, enfin, j'ai été vraiment bluffé par la réaction du public au tombé. Enfin, c'est pour ceux qui en douteraient. Enfin, je vous invite à revoir encore le moment final après les trois crossroads et le tombé, le compte de 3. Enfin, il y a un rugissement du public qui est assez hallucinant. Ce qui d'une certaine manière, enfin, moi en tout cas, j'étais vraiment dans cet état-là. Ça validait d'une certaine façon toute l'histoire qu'ils ont racontée dans le match, qui était bon, bah, celle on réinvente pas la roue, hein, mais c'était le match du babyface ultime. Enfin, ça nous rappelait, je pense, les plus grandes heures de Super Cena avec voilà, le Never Give Up, celui qui est malmené pendant tout le match avant de faire l'ultime rallye face à David contre Goliath, face à la bête insurmontable et qui finit par gagner. Enfin, et il y a vraiment une sorte de hurlements des 60 000 personnes là, à Détroit qui prouvent encore une fois à quel point je pense que Cody Rhodes est à un niveau d'overness assez bluffant. Mais c'est vrai que moi, ça m'a choqué presque la réaction qu'il a eu à la fin du match parce que même si j'en suis convaincu, c'est quand même, ces validations permanentes sont toujours assez hallucinantes. Euh, Moi, le match, ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce match. Je trouve que c'est justement, je l'ai dit, hein, un peu en rigolant, enfin, c'est une sorte de shades of Super Cena, mais je trouve que ça a été très très bien fait. Moi, ça m'a pas gêné ces histoires de décompte à l'extérieur, le côté Brock Lesnar qui, d'une certaine façon, euh, alors c'est peut-être ce qui manquait un peu à l'histoire pour la rendre encore plus prenante pendant le match, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu les, les griefs, on va dire, de Brock Lesnar. Pourquoi est-ce qu'il avait agressé Cody Rhodes? Pourquoi est-ce qu'il lui en voulait? Et qu'est-ce qui avait lancé cette trilogie de matchs? Mais finalement, de voir petit à petit Lesnar pendant ce match être d'une certaine manière impressionné, presque, ouais, presque choqué par la résilience de Cody Rhodes et lui dire sauve-toi, arrête, je vais te buter. D'une certaine manière, peut-être ça aurait été plus efficace si on avait eu auparavant des motivations de Brock Lesnar peut-être qui aurait été du style, je sais pas, écoute, t'es pas celui que tu fais, enfin je sais pas, tu te la pètes, tu te balades comme si t'étais la nouvelle superstar à la WWE, moi je peux, enfin t'es pas celui que tu laisses croire, moi je suis une bête, je vais t'exploser, j'en sais rien. Et justement cette histoire peut-être de Cody Rhodes qui prouve sa valeur aux yeux de Brock Lesnar et qui gagne en quelque sorte son spot tout en haut de la montagne de la WWE, qui a été validé un peu avec la poignée de main, le câlin à la fin et tout, aurait été sans doute plus parlante et peut-être plus acceptable pendant le match s'il y avait eu peut-être une petite promo de Lesnar un peu dans ce style-là. Mais bon, on va dire que moi j'ai mis un peu mon mouchoir dessus parce que j'étais vraiment emporté par cette partition voilà, de Monster Hill versus Super Babyface. Je trouve que c'est vraiment une maestria de booking. Tu sors de là, Cody Rhodes est un héros absolu, il est complètement relancé. Voilà comment utiliser Brock Lesnar. C'est un modèle du genre, je trouve. Les trois matchs qu'ils ont fait et celui-ci est vraiment un modèle de booking pour continuer cette storyline au long terme de la rédemption de Cody Rhodes qui accroche le scalp de Brock Lesnar et qui maintenant va commencer, va définitivement commencer, je pense, à relorgner vers les ceintures et à entamer sa route vers WrestleMania 40 et son sacre, sans doute, comme on l'avait annoncé. GLL. Eh ben, ouais, je suis globalement d'accord avec Giscal sur le match. Alors, du coup, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Là, on est parti sur un rythme complètement différent, et tu l'as dit avec deux physiques qui sont complètement différents également. Et du coup, moi, j'ai accusé un peu le coup sur la partie parce qu'on a eu des moments quand même très très lents, hein, où Brock Lesnar est remonté sur le ring après avoir balancé pour une troisième ou quatrième fois Cody Rhodes se faire compter à l'extérieur. On a même vu à un moment qu'il partait, il était parti pour retourner côté Titantron, il sortait du ring. Voilà, le rythme, enchaînement de German Suplex, donc Lesnar, il a quand même un catch qui est quand même maintenant très très stéréotypé. Disons qu'on y allait plus
et c'est ce que tu as noté, hein, pour l'histoire qui était racontée, éventuellement la construction par rapport à Cody, il lui fallait qu'il faut ses coups de tampon où il va un par un maintenant regravir les échelons, rebattre les indispensables, les incontournables, les légendes, pour être à nouveau éligible à un des titres suprêmes. Mais dans les faits, il fallait le faire. Et ça s'est fait. Maintenant, voilà, sur le combat en tant que tel, même s'il y avait beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de choses très sympas qui sont vues. Le rythme m'a un petit peu gêné par opposition au combat précédent. Après, ça y est, Cody passe l'obstacle Brock Lesnar. Il y a eu, comme vous l'avez dit, cette main serrée à la fin, qui a priori n'était pas scriptée en plus, donc c'est vraiment Lesnar qui est allé finalement adouber Cody Rhodes. C'était pas scripté. On lui Non, c'est pas scripté a priori. Ouais, mais il Ah prend ouais. autant des libertés que le script, Lesnar. Hein. Il aime bien rajouter sa petite touche perso. Hein. Alors, Ouais, je sais pas dans c'était quelle scripté, mesure. C'est impressionnant, je pense, parce que ça tombe vraiment à pic, je trouve. Mais ouais. Ouais, non, mais c'était il de sort très le bon temps, catch, hein. hein, ce mec-là. C'est de très bon temps. Et puis, du coup, ça permettait de refermer le chapitre Lesnar de manière propre, clean. Et puis, donc, comme je disais, hein, que Cody aille vers la suite. On ne sait pas où est-ce que ça va emmener, mais en tout cas, il est parti vers Brock Lesnar. Il continue à remonter la pente doucement. Très belle fin d'histoire, match très sympa avec les deux mastodontes. Voilà, pas de souci, j'ai bien aimé, même si, comme je dis, par moment, j'ai effectivement vu le rythme un peu en deçà, qui m'a parfois un petit peu sorti du truc, contrairement à la foule, comme tu l'as dit, Giscale, qui était quand même pour le coup assez bien derrière Cody sur ce match, quoi. Effectivement, quel pop il a eu. À part du LA Knight, pour le moment, en ce moment, c'est bien Cody qui est au top de la hype et, Ah et ouais, des pop quand il Ouais, rentre. c'est pas comparable. C'est pas comparable. Non, c'est pas les mêmes pop, on va dire, Ouais. mais oui, c'est la pop qu'il a, Cody, c'est extrêmement, extrêmement impressionnant, je trouve. Et à SummerSlam, je m'y attendais pas. Tu vois, à Londres, tu peux te dire, bon, voilà, ça fait partie du folklore, mais là, je pensais, c'était un vrai test aussi. Je voulais voir ce que ça allait donner SummerSlam, devant une foule américaine, là, si. Mais bon, finalement, il n'y a pas trop de doute parce qu'à chaque lundi, il est super over. Mais je suis quand même très, très Oui. impressionné du coup de savoir que la poignée de main et le câlin et tout, c'était pas scripté parce que c'est. Bah, du coup, ça me fait d'autant plus regretter. C'est vrai que du coup, ouais, les stars, il sent les moments parce que je trouve que c'était parfait. Et ça me fait d'autant plus regretter après coup le fait que ça manquait peut-être quand même dans cette histoire d'une petite promo, des motivations psychologie justement de avant. Lesnar, un peu de psychologie parce que ça aurait justement encore plus enfoncer le clou de l'adoubement de Lesnar s'il y avait eu un petit peu, si on avait su ce qu'il avait un petit peu dans le coin de son cerveau bizarre là. Parce que bon là il y a fort à parier quand même que Lesnar disparaît pendant un petit moment là. Je pense qu'il a fait le Ouais, job. c'est ça. Mm. C'est ça. Donc on ne saura jamais. On ne saura jamais. Alors moi, juste pour résumer, donc moi, j'ai pas aimé, mais bon, en même temps, pour deux raisons. D'une part, j'ai pas aimé, mais je reconnais le succès de ce match-là. Voilà. Je n'aimais pas non plus Super Sina et j'étais désespéré à chaque fois que je voyais n'importe quel locardeur lui mettre une patate et qu'il restait 5 minutes par terre. Bah, ça m'a fait un peu cet effet-là en regardant Cody Ouais, Rhodes c'est vrai. tomber et rester 10 secondes à chaque fois dehors, ça m'horripilait. Et le manque de psychologie en amont fait que j'ai pas compris pourquoi Lesnar, après avoir voulu arracher le bras de Cody Rhodes, l'avoir massacré devant sa mère, d'un coup voulait lui dire abandonne le combat. Mm. Je ne comprenais pas en fait. La logique, hormis si c'était de dire abandonne dans le sens je t'humilie jusqu'au bout, mais bon, le serrage de poigne à la fin ne fait même pas penser ça, donc bon, on va dire ils ont un petit peu raté l'emballage psychologique qu'ils ont voulu rattraper sur ce match-là. Mais je suis d'accord, hein, au niveau de la foule, c'est monstrueux et pour moi, c'est pas comparable avec LA Knight où en fait, LA Knight fait bien réagir la foule sur certains trucs, sur ses catchphrases, tout ça. Par contre, Cody Rhodes, c'est une espèce de. Dès qu'il rentre, t'as tout le monde debout et ça hurle quasiment jusqu'à la fin, quoi. Donc, il fait partie Ouais, des non, mais très très rares à WWE avec Reigns méga star. et peut-être Rollins à faire ça en ce moment. Hein. Ouais, clairement. Allez, on C'est bascule du coup, trop. on parlait d'LA Knight, on va basculer sur un match qui va le concerner puisqu'on parle d'un Battle Royale.
qui va durer 12 minutes 46. Et du coup, je vais vous le faire dans l'ordre. Les éliminations, puisque grâce à cagematch.net, j'ai les éliminations dans l'ordre, ce qui me permettra en même temps de vous dire qui participait. Donc, Omos a éliminé Apollo Crews, puisque Omos était le dernier annoncé par MVP. Voilà, on se demandait où était passé MVP. Il glandait avec Omos en coulisses et il l'a ressorti pour une Battle Royale. Hein. C'est réflexes. Puis Omos élimine Gene et McDonald. Puis Omos élimine Rick Boogs. Puis Vinci Kaiser élimine Otis. Puis Chad Gable élimine Vinci. À noter, belle performance de Chad Gable durant ce match-là. Vous m'en direz des nouvelles. Tommaso Ciampa, qui était là finalement, élimine Ivar. Tommaso Ciampa élimine Eric. Tommaso Ciampa élimine Shinsuke Nakamura. Tommaso Ciampa va gagner. Eh ben non, puisque Bronson Reed élimine Tommaso Ciampa. Austin Theory était là aussi, il élimine Ridge Holland, puis Cameron Grimes. Santos Escobar, du coup, élimine, vous l'aurez deviné, Austin Theory. Puis Karrion Kross élimine Santos Escobar suite à une filouterie de mémoire de Austin Theory. Chad Gable, voilà, j'en parlais, il est toujours chaud, il élimine Ludwig Kaiser. Omos continue sa moisson puisqu'il va éliminer et Butch et Matt Riddle d'un coup. Et puis là, les gens restants vont quand même se dire tu nous saoules, Omos. Un truc. Il y a quand même un truc là, ça fait quand même 8 minutes que le match est commencé, on va te sortir, Omos. Donc hop, ils se réunissent tous et ils sortent Omos. Et à ce moment-là, ça fait 9 minutes de match que nous avons démarré là sur les 12 minutes 46. Et il y a un gars qu'on n'a pas vu depuis le début qui est dans un coin qui se réveille. Il s'appelle LA Knight hier. Et puis il dit tiens, au fait, il faut sortir du coin et éliminer des gars. Donc du coup, il élimine le Miz. Sheamus aussi, qui est pas mal glandé, élimine Grayson Waller. AJ Styles, un autre glandeur, élimine Karrion Kross. Et là, on est dans le Final 5, puisque j'ai oublié que Chad Gable se faisait sortir par Bronson Reed. Ah, pauvre Chad, franchement, il s'est bien battu. Et donc, du coup, dans les 4 derniers, LA Knight, en grande forme, élimine Bronson Reed. Sheamus élimine AJ Styles, qui avait été encore une fois perturbé par cette saleté de Karrion Kross. Et dans le duel final, LA Knight réussit cette fois-ci sa projection du haut du turnbuckle en sautant là, directement depuis le ring jusqu'en haut. Puis va réussir à je ne sais plus comment ça finit, mais bon, il élimine Sheamus. Il le vire par-dessus et la il élimine troisième. Sheamus. Voilà, c'est ça. Et donc, LA Knight est le grand vainqueur de la Battle Royale pour gagner 2 saucissons, là, je crois, de mémoire. Il y avait un panier garni, ouais, c'est ça. Un panier garni. Et donc, il repartira avec son panier à la maison. Ouf. Du coup, le temps que je reprenne mon souffle, Gilles, je te laisse me dire tes moments marquants de cette Battle Royale. Marquant, je sais pas. Il y a eu quelques spots intéressants. Je te rejoins sur Chad Gable, qui, mine de rien, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, impressionnant pour son petit gabarit à soulever des gros machins et compagnie. En plus, il a des gestes qui sont justes, quoi. Je trouve qu'il botche pas. Il est vraiment, il est juste victime de sa taille un peu, un peu réduite, on va dire. Le truc était designé pour. Je crois que ça fait un mois qu'on savait que c'est LA Knight qui allait gagner, donc LA Knight a gagné. Maintenant, je trouve que c'était pas très bien écrit. On l'a pas vu. Il est arrivé à la fin. J'ai pas pris beaucoup de plaisir sur cette Battle Royale. Pourtant, il y a moyen quand même de faire de la bagarre dans tous les sens. C'est plutôt rigolo, mais il y a eu, comme je dis, il y a eu quelques trucs sympas, mais j'ai pas été assez, comment dire, par rapport à l'idée initiale où LA Knight devait gagner. À partir du moment où on le voit pas, comme tu l'as dit, les 9 premières minutes, du coup, il n'y a pas une espèce de tension qui peut se mettre en place, qui permet de dire ouh là là, mais alors finalement il va se faire éliminer, ou alors au contraire il est là, ou alors il bataille, etc. Donc, du coup, je suis pas rentré dedans, pour être clair. Alors, à la fin, il est dans le Final Four, ok, pas de problème. Puis, ça se passe bien pour lui, entre Sheamus, entre AJ Styles, et puis, c'était qui le quatrième Bronson Reed. Ouais, Bronson Reed. Voilà, il gagne à la fin. Bon, voilà. Je suis déçu, voilà, déçu. Même si tout était écrit pour qu'il le gagne, je trouve que l'écriture était pour moi pas satisfaisante. Bien trop feignasse, le LA Knight, pour mériter finalement sa Battle Royale. Donc, je suis déçu. Voilà. Alors, avant de passer la main à Giscal, je ne sais pas si c'est aussi pas des questions de limite de physique. LA Knight, c'est quand même pas du tout des Gunther ou des McIntyre qui vont être capables de te faire une demi-heure à fond les ballons. Je pense qu'il a plus besoin de souffler que les autres faut arrêter le push, qu'ils l'ont économisé.
Ça marche bien. Ils auraient ils auraient tort de se Ouais, priver. là, ça marche pas avec moi. Bah, Voilà. ça ne marche pas avec toi, d'accord. C'est parce qu'il porte mieux le slip que toi, peut-être. Euh, C'est ça, il est C'est pas jaloux. le sujet. C'est pas le sujet. c'est pas le sujet. Giscal, avant de te réjouir sur la victoire de Elena que tu avais annoncée, est-ce que tu as d'autres choses à remarquer dans ce match? Tommaso Oui, Ciampa, alors, peut-être? Non? ouais, Thomas Tuchel. En fait, moi, il y a plein de petites choses que j'ai bien aimées. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas. En fait, moi, je l'ai pris pour ce que c'était ce match, à savoir vraiment un truc un peu de dernière minute, qui avait aucune ambition scénaristique, de booking et tout. C'était vraiment histoire de dropper un maximum de catcheurs, dont un certain paquet qui aurait mérité d'être sur la carte ou qui, en tout cas, méritait de faire partie de la fête de SummerSlam. SummerSlam, on sait que c'est un petit peu le deuxième WrestleMania en termes de prestige, de taille, de budget, etc. Moi, ça me faisait plaisir de voir AJ Styles, Le Miz, Theory, enfin des mecs qui n'auraient pas rougi, enfin n'auraient pas à rougir. Sheamus aussi, d'être sur la carte. Les deux petits gars d'Imperium, Chad Gable, on en a parlé. Enfin, tous ces gars-là, moi, ça me faisait plaisir de les voir dans un ring. Ellen Knight, évidemment, mais ça, on en reparlera. Donc tout ça, en fait, moi, cette collection de catcheurs là dans le ring pour un petit truc qui était vraiment un happening comme il y en a quasiment à tous les WrestleMania et alors j'ai pas mémoire de toutes les cartes de SummerSlam mais j'imagine que c'était pas non plus une grande première à SummerSlam donc c'était voilà, quelque chose d'assez léger qui passait après un match assez monstrueux en termes d'ambiance et d'intensité donc c'était en fait pour moi, c'est un filler de pay-per-view qui est tout à fait adapté et qui m'a fait plutôt passer un bon moment parce que j'ai trouvé que c'était constellé de c'est pour ça que d'ailleurs ça me gêne pas de ne pas avoir vu Ellen Knight dominer parce que je pense pas que c'était vraiment le but du match. Mais ça a été constellé de plein de petits moments, c'est-à-dire que j'ai senti qu'ils ont pris le soin pendant 10 minutes de faire en sorte que quasiment tous les participants aient un petit truc pour briller. Mm. Et donc on a vu Chad Gable, Ciampa, AJ Styles, Theory, comme on l'a dit. Enfin voilà, tous ces mecs-là ont eu leur moment, leur petite prise, peut-être leur élimination. Tu as fait le récap des éliminations, c'était l'occasion de voir que justement il y a eu beaucoup de à toi à moi, quasiment tout le monde n'a pas éliminé quelqu'un, mais en tout cas il y a eu, on va dire que le spotlight a été bien partagé. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce match. C'est-à-dire que voilà, ça a permis à tout le monde de se faire un peu plaisir. Le public avait l'air de bien apprécier. Moi, j'ai plutôt kiffé aussi. C'était 12 minutes, on va dire, assez rafraîchissantes. J'ai soufflé. Et puis à la fin, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai eu cette discussion sur le Discord avec nos fidèles. Un de nos fidèles du Discord, Docteur Yatus, mais qui regrettait d'une certaine manière, on va dire, le fait que la première victoire, enfin, sorte de grand moment, arrive dans une Slim Jim Battle Royale, juste un bridou, machin, on s'en fout pour Ellen Knight et tout. Mais en fait, je pense que, enfin, c'est juste que C'est d'une de son certaine niveau, hein. manière, c'est exactement ce qu'il lui fallait à ce moment-là de son push. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas non plus, il a pas de prétention plus haute que ça d'un point de vue kayfabe. Hein, il est encore assez bas dans la carte. Et en même temps, tu sens qu'il est ultra populaire, donc il faut lui donner des petits os à ronger. Mais on va pas lui donner non plus des trucs qui sont très engageants, comme par exemple, on parlait, tout le monde voulait le voir gagner le Money in the Bank, mais peut-être que ça aurait été sans doute une erreur parce qu'un petit peu trop tôt. Mm. Tant qu'on sait pas trop ce qu'il a dans le ventre, lui donner la mallette, c'est super engageant d'une certaine manière parce Ouais. que ça garantit presque un titre. Le faire gagner un tournoi pour le titre US, ça le met ça les book un peu dans un corner, les bookers, parce qu'après derrière ils vont le faire s'affronter Austin Theory, qui est une sorte de copie carbone version heal ils vont faire perdre l'un, gagner l'autre, Plus c'est un jeune, peu en plus jeune en emmerdant. plus. En plus Ouais, jeune en 20 ans de plus. moins, ouais. Donc, Enfin, euh, 15, donc allez. un petit peu emmerdant, on va dire, de devoir faire ces choix-là pour les bookers. Et donc, d'une certaine manière, ces matchs-là sont des opportunités rêvées pour lui donner de la pop, du momentum, gratos, sans engagement, parce qu'il n'y a pas d'enjeu sur ce match. Donc voilà, moi je trouvais que c'était 12 minutes d'utilisation de roster très habile et qui a donné et qui a couronné, parce que c'est quelque chose que j'ai dit sur le Discord, mais qui a couronné une première heure de SummerSlam qui était super enthousiasmante, très rythmée, beaucoup de choses très différentes. Et jusqu'ici, à ce moment-là de l'enregistrement, moi je m'éclatais à SummerSlam, quoi. Tu t'éclatais. Bon, moi, franchement, je m'éclatais pas trop non plus. Moi, je suis plus dans, dans le sens du. Alors, j'ai pas trouvé ça mauvais, Merci hein. pour vous. J'ai pas trouvé ça mauvais. Par contre, c'est vrai que moi, j'aime mieux quand il y a quelques fils rouges dans le truc et pas juste plein de petits segments accumulés, en fait. Et j'ai trouvé RCC ça. Et d'ailleurs, je suis tombé sur le pauvre LA Knight, mais au final, quand je relis finalement le déroulé, c'est valable aussi pour Sheamus, c'est valable aussi pour AJ Styles, dont Bien j'ai sûr. aucun Ouais, souvenir de ce qu'il a fait.
Et en fait, je trouve qu'ils ont pas mal caché les gens pour laisser les autres s'exprimer. Et moi, laisser les autres s'exprimer, franchement, c'est qu'on en laisse quelques-uns comme Gable et pourquoi pas Ciampa si ça. Alors moi, je marche pas pour un Ciampa, mais c'est parce que ces histoires avec Nakamura m'hérissent le poil. Mais voilà, des mecs comme ça où on se dit, bah tiens, tu vas sortir un poil plus du lot, pourquoi pas, mais là, il y a eu trop, quoi. Et moi, franchement, dans un Battle Royale comme dans un Rumble, je considère que tu as quand même une majorité des catcheurs qui doivent servir juste de chair à canon, en fait. Et que tu dois avoir quelques gars sur qui tu vas appuyer. Et là, je ne l'ai pas assez senti. Non. Voilà. Ouais, là, c'était pas l'idée, apparemment. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Allez, on va rester vu qu'on était dans l'extase complète, on va arriver au pinacle, en fait, cette première heure. Ouais, Avec, je pense qu'il finalement est le Giscal match, comme on l'appelle ici, hein, puisqu'il va opposer, dans un match toujours sans enjeu, deux stars de la WWE, mais aussi deux stars du monde du MMA, non pas les assurances, mais le catch mixé et martialé, puisque Ronda Rousey va affronter son ex-meilleure amie Shayna Baszler dans un MMA Rules match. Un match qui est assez drôle parce que je suis en train de regarder les résumés et tous les résumés se résument à une ligne, donc je pense que tout le monde s'est passionné pour le contenu. Donc un match, donc du coup annoncé en mode MMA Rules, donc du coup comme je le disais, qui va juste consister à avoir un arbitre au début du match qui va dire bon bah alors c'est soit soumission, soit KO. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre. Et puis il va rien se passer, elles vont se courir après pour s'attraper pendant. Alors j'ai la durée, hein, ouais, bon ça m'a semblé beaucoup plus long, mais ça a duré 7 minutes 26 hein, seulement. Où donc elles vont passer leur temps à se courir l'une après l'autre. À un moment, il y a Shayna qui va mettre un coup de pied à Ronda. À un moment, il y a Ronda qui va mettre un coup de genou à Shayna. Et c'est à peu près les deux seules offenses du match, puisqu'après, ça sera juste du je t'attrape, tu m'attrapes, je t'attrape, tu m'attrapes, je te compte, tu recontres. Et au bout de 15 contres, Baszler, alors que le public est là en extase complète, hein, va coincer Ronda dans une Kirifuna clutch et puis la faire tomber dans les pommes assez vite. Et puis c'est la fin du match. Fin du match où on voit. Alors, la fin du match, je vais quand même appuyer sur la fin du match parce que finalement, c'est un peu le seul truc qui m'a semblé à peu près réussi. D'avoir Shayna qui célèbre là, monter sur le poteau du ring avec le public qui s'en fait réveiller, comme parce que bon, il a entendu la cloche, il s'est dit ça y est, on peut passer à autre chose. Donc là, il était content. Et tandis que donc Shayna qui était libérée d'un poids là, qui hurlait sa joie, tandis que Ronda était complètement perdue. Elle avait perdu toute confiance en elle suite à cette défaite dans un match selon ses règles à elle. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Giscal, vas-y à toi. Ouais, écoute, t'as fait ce que t'as pu. Elles, je sais pas si elles ont fait ce qu'elles ont pu, en tout cas. Si elles ont fait ce qu'elles ont pu, c'est peut-être d'autant plus grave. Mais c'est, je pense, enfin moi en tout cas, de mon point de vue, c'est incontestablement le pire match de pay-per-view. J'ai même pas d'exemple. Il faudrait remonter, je pense, à des horreurs absolues d'il y a une dizaine d'années, des trucs avec des fers à repasser et des compagnies. Enfin, je pense pour trouver des trucs aussi nuls. C'était un accident, enfin, c'était l'accident industriel attendu, mais je pensais pas dans ces proportions. Parce que enfin vraiment, c'était à chier. Il y a rien à sauver dans ce match. Ils ont réussi l'exploit, je pense, peut-être à mettre à leur crédit. De faire pire qu'attendu et de faire à la fois, parce que tu pourrais te dire, bon, c'est un match MMA, il y a eu le rapprochement avec Endeavor, voilà, ils voulaient faire une sorte de crossover, machin. Mais je pense qu'ils ont réussi à faire la pire des pubs à la fois pour le catch et à la fois pour le MMA, ce qui est très fort quand même. Donc c'est évidemment qu'on n'a pas du tout, enfin, qui a pensé que ce serait une bonne idée en fait, qui s'est dit que donner 7 minutes de MMA foireux comme ça dans un ring aurait un semblant d'appel. C'est évidemment pas du tout ce qu'on a envie de voir, sinon on regarderait du MMA. Et d'ailleurs, on regarderait du MMA, on s'éclaterait sans doute plus que ça. Donc évidemment, on n'est pas là pour regarder ce genre de. Enfin, c'était n'importe quoi ce qu'elles ont essayé de faire. Ce qui est d'autant plus honteux que c'est censé être des oufs du MMA. L'enjeu était, comme tu l'as dit, inexistant. On croyait pas une seule seconde à cette histoire un peu larmoyante de Shayna Baszler, qui était. D'ailleurs, on apprenait dans le package vidéo que c'était apparemment la marraine de la fille de Ronda Rousey. Elle avait dit à Raw. Hein.
Ouais, ah oui, bon, ok, bon, tu vois, écoute, pour te dire à quel point j'écoutais ses promos, mais enfin c'est alors qu'elle a une tête de repris de justice, là, enfin je sais ça ne marche pas. Non, elle est Euh, toute et- gentille, Shayna bah Baszler, on la oui, elle est voit sur adorable. les trucs de jeux vidéo. Et puis bon, et puis en plus ils essayent de nous faire passer le côté un peu historique, comme quoi Ronda Rousey n'aurait jamais abandonné en MMA de toute sa carrière, donc du coup elle le fait là, enfin, c'est ce qui est absolument ridicule. Enfin bref, c'est une catastrophe ce match, et pour le coup, elles ont eu le temps, et en fait c'est là où j'aurais pas vraiment pas de mal à tirer sur l'ambulance. Parce que d'habitude, bon voilà, quand tu sais que c'est un match de merde, de low card et tout, bon, tu te dis, bon, ok, on passe à autre chose, tant pis. Là, elles ont eu le temps. C'est-à-dire qu'il y a eu 4 synchros, il y a eu des promos, il y a eu de l'investissement de temps d'antenne, il y a eu des packages vidéo, de l'emphase, machin. Elles ont eu quasiment 10 minutes en pay-per-view à SummerSlam. Enfin, il y en a qui buteraient hein, pour avoir ce type d'opportunité. Et pour, in fine, chier ça, je trouve que c'est honteux. Enfin, vraiment, ce match est une honte et l'avoir foutu sur la carte de SummerSlam est vraiment une faute, je trouve. Et ouais, enfin, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je mettais pas mal l'emphase sur la première heure. Là, ça m'avait mis un sacré coup de bambou sur la tête quand même, parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi nul. Alors, juste avant de donner la parole à Gilles, une petite comparaison. Moi, j'ai gardé mes notes des anciens pay-per-view et la seule note que je trouve à peu près similaire, c'était un Randy Orton versus Alexa Bliss où ils se balançaient des boules de feu. Voilà. Ouais, Ouais, voilà, ouais. ouais, je pense que c'est peut-être comparable. Ouais. Et encore, là, je trouve qu'ils avaient au moins cherché à faire quelque chose. Gilles, vas-y, à toi. Non, bah non, mais enfin, il n'y a rien à rattraper, hein, vous l'avez dit, hein, c'était une catastrophe. En plus, enfin, truc de MMA, on voit bien que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas Non. marcher. Ça marche pas sur un ring de catch. C'est tout bête, mais ça peut pas marcher sur un ring de catch. Et ça n'a pas marché, c'était absolument pas distrayant. On a cru à aucun moment il allait se passer quelque chose d'extraordinaire. Non, à chier. Et puis en plus, on peut pas compter non plus sur leur capacité à faire des promos monstrueuses ou au moins donner de la vie sur le combat ou raconter des choses pour rattraper un peu le bordel. Donc non, c'était insupportable, trop long, bien trop long. Et comme tu dis, Giscard, elles ont eu le temps. Hein. C'est pas que Ah non. Ouais. c'est pas que on n'aura pas voulu leur donner ou que voilà, il y a eu de l'injustice. Hein. C'est que non, non, elles sont mauvaises quoi. Ouais, c'est quand même hyper décevant. Et donc bah voilà, à oublier. Et puis je sais pas comment on va s'en sortir parce que là c'est vraiment dégueulasse. Et puis, ça montre une fois de plus que, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de Ronda Rousey, quoi. Shayna Baszler, elle peut retourner en low card, en mid card avec une espèce de gimmick un peu méchante, bouh, tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire de Ronda Rousey, quoi. C'est horrible. Bah, Ça j'en fait viens à me beaucoup demander plus de s'ils ne sont mal pas que de bien. sacrifiés pour sa copine, hein. Ronda, mais à ce niveau-là, c'est extrêmement insuffisant. Alors moi, j'ai défendu, enfin, j'ai défendu. J'ai trouvé qu'il y avait une promo de Shayna où elle était pas si mal. Mais là, c'est pas Ouais, c'était défendable la ce première, match-là, hein. hein. Hmm. C'est ouais, la toute première. Ouais, la toute La première. post-agression, j'ai trouvé que c'était pas si mal et que j'avais trouvé que c'était plutôt bien qu'elle essaie de changer un peu son personnage tout en enfin, de faire un truc où elle serait la face de l'histoire tout en respectant son alignement de grosse brute en fait. Je trouve Ouais. ça Ouais, mais assez enfin, finement joué. Mais bon, le reste, le match n'est pas acceptable et je condamne et les filles, mais je condamne aussi les bookers là. Moi, je veux Ah oui, pas, et et on l'a déjà dit ouais. et on le redira, je pense dans cette soirée, mais tu peux pas te donner une stipulation et strictement Non, rien en faire quoi. non, non, mais Et là, il y il y a avait rien à en faire. Il y avait rien à en faire de cette stipulation. C'est impossible d'en faire quelque chose de cette si, stipulation pour un franchement, ring de si, catch. je pense que moi, je suis assez naïf pour croire Ouais, que tu peux toujours faire tout en à ne la serait-ce qu'en y limite, croyant, en mais fait, oui, en habillant le truc. exactement. Mais il y avait des choses à faire. À la Je sais limite, pas. vas-y à fond, sors une sorte de, tu vois, ils ont des cages, ils peuvent faire une sorte d'octogone. Sors un octogone en mode steel cage un peu autour du ring. Fais-les rentrer en peignoir, machin, avec des petits bancs dans le coin du ring, avec des corners, fais des Mm. rounds, j'en sais rien. Vas-y à fond si tu veux faire ton
ton ersatz de MMA, vas-y à fond, mets-leur des coachs qui leur tamponnent le front, là, machin, entre les rounds, essaye de faire un habillage un petit peu MMA, essaye de faire un truc avec l'arbitre qui les sépare, des takedowns, des machins. Là, c'était catastrophique. Mais et Papy, tu fais bien de souligner quand même qu'en effet, hein, la faute n'est pas que sur Shayna Baszler et Ronda Rousey. Je veux savoir qui a qui a validé ce truc, qui s'est dit c'est une bonne idée. Allez-y, donnez-leur un huitième de la carte de SummerSlam, c'est un spot privilégié quand même. Enfin, SummerSlam, c'est énorme quand tu vois qu'il y a Becky Lynch, Trish Stratus qui a été cut de la carte, il y a tout un tas de catcheurs qui ont été Il n'y a pas le titre fourrés dans la US, bataille. ouais. Il n'y a pas de titre US, il y a des catcheurs qui ont été fourrés dans la bataille royale, il y a plein de, il y a énorme, il y a pas de défense de titre de Rhea Ripley, il y a des trucs. Et donc ils ont fait un choix sciemment de se dire ça c'est bien, ça on va le mettre, ça c'est ok, c'est bon. C'est honteux. Franchement, ce match est honteux. Et c'est pour ça que je trouve que vraiment, j'ai pas de mal. D'ailleurs, je pense que ça s'entend à tirer dessus parce que quand t'as des matchs un peu de low card, des trucs un peu foireux, tu te dis bon, écoute, ok, c'est pas grave. Mais ils ont investi énormément de temps. Et Ronda Rousey, je sais pas combien ils la payent, mais sans doute très cher. Franchement, ce match est un scandale. C'est un scandale. Je sais plus, j'ai mis un moment, enfin, des mecs, mais à Raw, parfois, il y en a, tu leur donnes 1 minute toutes les semaines, c'est les rois du monde, ils sont super contents, ils tentent de faire des trucs, ils tentent. Là, mais il y avait rien, c'était un néant absolu. J'ai encore des images, ça me hante la nuit, là, de les voir faire semblant de s'attraper, là, et de s'étrangler, ça allait à 2 à l'heure. Putain, mais parfois, quand tu vois des low-carders qui se battent pour les moindres miettes à Raw, et que tu vois ce qu'elles ont eu pendant 5 semaines et ce qu'elles ont fait pendant 10 minutes, là, franchement, j'ai mal au cœur. Enfin, moi, je serais dans le vestiaire, j'aurais envie de péter un câble, je pense. Allez, on va pas péter de câble, on va continuer le déroulé de ce show. On va se refaire un petit peu la cerise quand même, parce qu'on va avoir un match qui est un poil plus Ouais. sympa quand même. Un poil hein, seulement. Hein. Mais un match, ça y est, on est parti là. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est parti pour les matchs pour les ceintures, parce que nous avons fait la moitié des matchs qui étaient la moitié des matchs sans ceinture, et là, nous avons l'autre moitié avec que des matchs sans ceinture. On nous fait la moitié, peut-être, peut-être pas, vous le verrez plus tard. Mais en tout cas, premier match pour le titre intercontinental qui va opposer Gunther versus Drew McIntyre. Un match de 13 minutes 43. Je suis vachement étonné. Je pensais que c'était bien plus loin en fait. Mais bon. Ça reste quand même le double du match précédent. Et donc un match. Alors, comment dire, c'est pour moi c'est le truc habituel hein, entre Gunther et un Européen. C'est je te mets des claques en permanence, je te fais des grosses powerbombs, des gros coups de pied, des gros coups de poing. Ça réside dans tous les sens. On a notamment McIntyre qui se relève d'une powerbomb, mais de l'autre côté Gunther se relève de la Claymore. Et donc du coup sur la fin McIntyre est relativement dominant et tente du coup de monter sur le coin du ring. Mais Gunther le pousse et le fait tomber sur les cordes. Aïe, 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 ça fait mal. Ça fait très mal. Et donc, du coup, une fois qu'il est par terre, il se prend un splash de Gunther, une clothesline, une powerbomb. Emballé, c'est pesé. L'Autrichien reste dominant. L'Écosse reste une sous-nation. Gunther reste champion. Giscal. On arrive maintenant à 30 jours, je crois, du record du Honky Tonk Man de mémoire. Et Gunther semble inarrêtable. À ton avis, est-ce que Drew McIntyre était son dernier grand adversaire et est-ce que ce match a répondu à tes attentes? Écoute, presque répondu à mes attentes. Il m'a manqué peut-être un petit peu. Alors tu dis, tu pensais que ça avait duré plus longtemps. Et j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps parce que j'ai le sentiment qu'il leur avait manqué 3-4 minutes pour vraiment rendre le truc épique. Enfin, genre en faire vraiment une bataille dont on se souviendra au-delà de dans 2 semaines. Telle celle qu'il y a eu contre Sheamus, pour le coup, moi, à Clash at the Castle, qui je trouve était une défense de titre et peut-être, d'une certaine manière, sans doute peut-être la dernière défense de titre vraiment la plus marquante de Gunther qui derrière enchaîne pas mal des matchs de ce type-là, qui sont, moi, plutôt ma came. Hein. Moi, j'ai passé un bon moment, clairement, mais peut-être que c'était pas à la hauteur de l'événement. Il manquait un tout petit peu, je pense, pour que ce soit vraiment mémorable.
Mais bon, voilà, un match qui cogne dur, ça sue, ça rougit, les torses rougissent, hein, comme disait Géliel tout à l'heure, c'est match de gros bonhommes. Moi, j'aime beaucoup voir ça. Je trouve que c'est tu sors des matchs comme ça, même je trouve que même les spectateurs sont crevés presque, tellement, Ouais, c'est ça, tout le monde tellement est crevé en fait. ouais, c'est tellement ça claque fort, donc c'est pas mal. Puis surtout c'est un style très différent de ce qu'il y a sur le reste de la carte, donc je trouve que ça se marie bien, on va dire. Enfin voilà, Gunther propose quand même quelque chose d'assez original avec son règne. Bon, de toute façon, il y avait malheureusement pour le pauvre Drew, je trouve pas beaucoup de suspense, hein, parce que clairement ce record, tu l'as mentionné, Papy, tend les bras à Gunther depuis maintenant un petit moment, et on connaît l'amour de Triple H pour les records, Ah, donc il est quasiment impossible qu'il puisse ne qui puisse le pas louper, celui-là. se précipiter dessus, ouais, absolument. Donc il n'y avait pas trop de suspense, mais malgré tout, voilà, je trouvais qu'il y avait quand même des bons moments. Il y a eu cette Claymore qui a fait un peu vibrer. Et globalement, voilà, c'était ce qu'on attendait, mais je répète, voilà, il manquait peut-être ce petit supplément d'âme de 3, 4, 5 minutes qu'on aurait pu facilement prendre ailleurs en plus, on en reparlera peut-être, pour propulser ce match vraiment dans la sphère des grandes défenses de titre intercontinentales. Très bien. Et toi, Julien, est-ce que ça t'a laissé un peu sur ta faim, ce match? Est-ce que tu as un goût de trop peu? Alors non, non, parce que sans doute j'avais moins d'exigences en fait. Je suis moins fan, hein, je l'ai dit en préambule, hein, des grandes Atemi Fest sur les pecs. Et ben pour une fois, alors c'est pas, c'est vraiment le paradoxal, mais pour une fois j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que peut-être c'était un peu plus court. Peut-être qu'il y a eu aussi un peu plus de choses que lors d'un Sheamus Gunther que j'avais vu, enfin qu'on avait vu dernièrement, où là vraiment il y avait eu que ça, quoi. Là, avec Drew McIntyre, il y a quand même eu une proposition qui était un petit peu différente, où il y a eu des cordes, il y a eu des choses comme ça, donc c'était pour moi plus intéressant. Du coup, j'ai apprécié. J'ai apprécié aussi que finalement, on laisse Gunther continuer sur ce run et que, voilà, peut-être qu'il va effectivement aller taper un record. En tout cas, j'ai été enfin, disons que j'ai été moins déçu que ce que je m'attendais à l'être. Donc, du coup, avec le recul, j'ai finalement apprécié en fait ce match. J'aime bien aussi Drew McIntyre, donc l'un a dû jouer avec l'autre, quoi. Donc voilà, plutôt agréablement surpris par rapport à ce que j'en attendais en fait. Voilà. D'accord, agréablement surpris, un peu sur sa fin. Et moi, je serais plutôt sur, on va dire, une tendance un peu giscale sur le reste sur ma fin. Et en fait, c'est même pas je reste sur ma. Enfin, comment dire? C'est pas tant que j'attendais plus, c'est que du coup, il m'a pas fait plus de sentiments que notre défense de Gunther, en fait. Alors que Ouais, ouais, c'est un peu McIntyre, ça. c'est quand même censé être un des gros bonhommes de WWE. C'est un des main eventers établis du moment. En plus, c'est pas un mec has-been, hein, c'est vraiment le mec qui est dans la force de l'âge. Et cette défense-là, elle n'a pas sorti de l'ordinaire, en fait. Donc, c'est plus ça que je remarquerais. Bon, ça reste quand même des gros matchs, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Zut, j'ai perdu mon fil conducteur. On avait un match. Ah oui, des ceintures, on disait, les ceintures. Eh oui, On on monte un attaquait. peu en gamme. Un titre de poids lourd, puisque Monday Night Raw nous offre Seth Rollins, le champion, en défense de titre contre Finn Balor, son challenger qui avait déjà affronté à Money in the Bank. Un match de 18 minutes 27 qui avait été buildé un peu sur la revanche de Finn Balor, hein, je vais y arriver, qui désigne Rollins comme étant l'homme qui finalement lui a gâché sa carrière à WWE, si je résume simplement, et qui donc arrive avec une écriture 7 sur son épaule, comme les 7 ans qu'il a ruminé la blessure que lui a fait Seth Rollins. Et donc, match plutôt enlevé avec qui est dans la classique avec des contres, des finishers dans tous les sens. Il y a, en plus, comme il y a une opposition assez récente, ils vont jouer là-dessus pour justement contrer un peu les enchaînements de prises, se voler des prises l'un l'autre. Et à un moment du match, alors que ça s'éternise un peu, Finn Balor n'arrive pas à finir. Et du coup, Damien Priest fait son entrée et propose une première fois à Finn Balor de l'aider en disant bon
Est-ce que tu veux que je cache in maintenant? Et il lui propose même la mallette, je crois, de mémoire. Ouais, Est-ce que c'est tu veux ma ça. mallette pour cacher? Ouais. La clause sur le. Et Finn lui dit non, 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 on reste sur le plan A, il n'y a pas de plan B pour l'instant, on reste sur le plan A, je vais y arriver, je vais y arriver. Et en fait, c'est un peu ça l'histoire, hein. C'est finalement que Finn Balor veut obtenir sa vengeance par lui-même. Priest est bientôt rejoint par Dominic Mysterio et Rhea Ripley, donc qui entoure l'ensemble du ring pour le finir. Donc Rollins finalement est pris un peu par le nombre et se prend un pedigree de la part de Finn Balor de mémoire. Et Rollins se relève. Donc du coup, Finn Balor, bon là, commence à dire bon, j'y arriverai pas. On arrête les frais. Donc là, il commence à demander la mallette à Dan Priest, qui lui jette avec un peu de dédain en disant tiens, prends là ta mallette. Et alors que Finn Balor Finn Balor se précipite pour récupérer la mallette. Seth Rollins en profite pour lui foutre un stomp sur la mallette. Il avait déjà fait un stomp précédent, mais qui n'est pas permis de faire le tomber. Là, cette fois-ci, le stomp sur la mallette lui donne la victoire. Et donc Rollins s'impose. Finn Balor est complètement dégoûté. Et on a Damian Priest qui jette un regard plein de je sais pas si c'est du dépit, si c'est du mépris. Je ne sais pas exactement le mot à mettre sur ce regard de Damian Priest. Vous me le direz votre mot. Du dépit peut-être. Ouais. Mais il y a quelque chose dans le regard de Damian Priest, je trouve. Et Seth Rollins reste champion. C'était qui avait la parole? C'était Gélial, je crois, qui n'a pas commencé la dernière fois. Donc Gélial, qu'est-ce que tu as vu toi dans le regard de Damian Priest? Pas mal de choses en fait, hein. Pas mal de choses parce que il s'est quand même malgré tout mis au service du chef du clan. Enfin, il est arrivé avec cette intention-là, avec en gros pour Judgment Day, tout était en place pour gagner quoi. Et il n'y avait aucune raison que ce match se termine mal pour le entre la mallette plus l'assurance que Finn Balor avait, ou était mieux positionné que Seth Rollins dans le combat en tant que tel. Donc ouais, il y a beaucoup de déception dans le regard de Damian Priest. Et sinon, je sais pas trop comment ça va virer. Il y a une fois de plus une suite qui va s'écrire avec pas mal de violence dans le Judgment Day. Sinon, le match, moi, je l'ai trouvé très 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 sympa. Ça s'écrivait tout seul. Il y a eu pas mal de choses. Il y a eu, on a tenté, on n'a pas réussi. Vraiment, il y a eu des choses qui étaient vraiment très très sympas sur le déroulé de ce match-là. Seth Rollins a été un petit peu, l'histoire a été un petit peu en retrait par rapport à Seth Rollins, par rapport à d'habitude, puisque là, c'était vraiment quelque chose qui était, pour moi, au niveau du Judgment Day, un problème à adresser au niveau du Judgment Day. Donc, bien aimé, vraiment bien aimé. Seth Rollins conserve l'histoire bascule, comme je dis, côté Judgment Day. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais avec l'arrivée de Rhea et de Dominique, on a vraiment vu tout le Judgment Day impliqué. Oui, je sais pas. En tout cas, j'ai bien apprécié le match. En plus, techniquement, j'aime beaucoup Finn Balor. Seth Rollins, il y a absolument rien à dire, évidemment. Une vraie référence, quoi. Et puis, un final qui me plaît, avec Seth Rollins qui conserve une dissension encore plus forte, la mallette qui est finalement pas cachée, donc ça aussi c'était quand même quelque chose d'intéressant. Donc l'histoire continue pour la mallette, et donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc j'ai bien apprécié l'affrontement, j'ai bien apprécié l'histoire qui m'a été racontée. Donc je suis ressorti emballé, et en restant sur ce visage effectivement de Damian Priest très expressif pour le coup à la fin de ce match. Très bien. Et jusqu'à toi. J'ai cru comprendre que tu étais un peu moins emballé sur cette partie-là que tu l'avais été pour le début du show. Alors non, en tout cas pour ce match-là, moi j'ai adoré, hein, c'est mon match préféré de la soirée. J'ai mal compris alors. Pardon. Non, mais c'est vrai que j'avais préféré le début du show à ce qu'on a vu pour l'instant, mais non, moi j'ai trouvé que ce match-là est superbe. D'ailleurs, je leur en ai voulu, hein, pendant tout le visionnage du match, parce que j'étais vraiment cramponné à mon siège et je me disais putain, ces salauds, ils nous ont pas fait ça le mois dernier à Londres. Ils auraient pu nous offrir ce match, mais
a posteriori, on comprend mieux aussi pourquoi ils en avaient gardé autant sous la semelle, parce que on l'avait dit, on l'avait trouvé un petit peu tiédasse quand même le match à Money in the Bank, et bon là ils ont clairement remis l'église au centre du village, hein. Ils ont montré pourquoi c'était quand même deux des tout meilleurs à la WWE. Moi j'ai trouvé que le match était vraiment excellent, c'est vraiment mon match préféré de la soirée. Pour tout un tas de raisons, je trouvais qu'il avait été extrêmement bien construit. Il y a vraiment des phases très distinctes dans le match. Et avec une gradation dans l'intensité, des near falls qui étaient vraiment très prenantes. Il y avait une incertitude qui planait vraiment jusqu'au spot final. Je trouvais que c'était vraiment très excitant à suivre comme match. C'est peut-être le seul match, je pense, de la soirée qui m'a vraiment donné ce sentiment de plus du tout savoir où donner de la tête et de me dire que la pièce pouvait vraiment tomber d'un côté comme de l'autre à tout moment. C'était une vraie réussite en ce sens-là, je trouve, ce match, avec voilà, cette première phase très tranquillou, et puis tout est parti en sucette à partir du moment où ouais, il y a eu l'inévitable, il y a eu la buckle bomb sur la barricade de Finn Balor, qui était voilà, le réminiscent de leur spot d'il y a 7 ans, et donc on savait qu'ils le feraient, et à partir de là, c'est parti vraiment en sucette avec les Phoenix Splash, les superplex, les stomps bloqués, contrés, les coups de grâce contrés, etc. Là, c'était la folie. Et c'était vraiment là la deuxième phase que j'avais trouvé vraiment techniquement irréprochable. Enfin, les mecs sont au top niveau. Et puis après, il y a eu la troisième phase où quand Damien Priest est arrivé, et on est parti dans la phase overbooking, mais qui était, je trouve, un overbooking extrêmement bien écrit. Enfin, je m'étais attardé un peu là-dessus sur le Discord, mais ils m'ont donné l'impression de. C'est assez rare, je trouve, quand il y a des interventions autour du ring qui font vraiment aussi organique. On avait l'impression que vraiment le Judgment Day savait exactement ce qu'il devait faire. Tu sentais presque un groupe qui avait vraiment fait de la stratégie en amont. Ce côté, ça a l'air de rien, mais le fait que Finn Balor, qui à un moment, Damian Priest veut commencer à intervenir, Finn Balor qui fait non, non, on reste sur le plan A, on reste sur le plan A. Je trouve que c'est une petite touche, un petit détail qu'on n'a pas souvent, qui est assez intéressant venant d'un groupe de heels, c'est-à-dire que c'est pas le bordel, c'est pas des poulets sans tête Ça fait qui réfléchir, courent, exactement. ouais, mais qui court autour du ring, qui essaye d'attraper l'attention de l'arbitre et tout. Faudrait presque qu'on ait les images avec nous, mais chaque intervention de Rhea, de Damian était vraiment calculée. Il y avait quelque chose qui se passait de l'autre côté du ring. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était une sorte de chaos très organisé, et qui m'a fait d'ailleurs me dire, Seth Rollins c'est foutu. Et le near fall d'ailleurs où Seth Rollins fait le topé suicida sur Dominique et revient et se prend le coup de grâce, c'est très beau near fall. Franchement, bravo à eux. Et puis bah voilà, puis ce spot final que j'ai trouvé assez malin, plutôt bien filmé et bien exécuté. Et ce regard de Damien Priest, ouais, que j'ai trouvé assez désabusé presque. Moi, de ce que j'ai vu dans ce regard, c'était, écoute, avec tout ce qu'on a fait là, avec tout ça, tout ce qu'on a déployé pour toi, t'arrives pas à gagner. C'est pas possible. Et comme tu l'as dit, Papy, ou je sais plus si c'est toi, Géliel, enfin, mais ils étaient tous, enfin, le Judgment Day c'était pas que Damian Priest, hein. Tout le Judgment Day était là, tout le Judgment Day avait un plan et une stratégie, et malgré tout, Finn Balor a perdu. Et c'est, j'imagine, ce qui va peser lourd dans l'histoire pour la suite, c'est que bah, Finn Balor, il va d'une certaine manière presque avoir des comptes à rendre, hein, parce que Mhm. c'est presque pas normal de pas gagner un match comme ça pour lui, quoi. Et je finirai là-dessus parce que j'ai trouvé que là où ce qui était pas mal, c'est ce qui quand même en termes de booking était assez intéressant, c'est que Seth Rollins, enfin moi je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais moi je me dis il s'en sort par la peau des couilles. Enfin il a eu très chaud, et je trouve que c'est ça qui est pas mal dans le booking, c'est que le Judgment Day est vraiment passé tout proche, mais en étant booké très fort. Et Seth Rollins a eu très chaud, et je trouve que c'est tout le monde sort de là avec beaucoup de choses à raconter, quoi. Je te rejoins là-dessus. Effectivement, c'était un des rares matchs où on a vraiment eu des gros doutes sur le vainqueur. Et j'étais d'accord avec toi. Quand j'ai vu tout le plan se mettre en place, je me demandais, j'ai dit, ah là c'est fini, et c'était pas encore fini. Donc Tout grosse était aligné, performance hein. collective. Tout Tout était était aligné. aligné pour que ça se C'est passe bien, peut-être hein. que Finn Balor n'est pas la personne pour battre Seth Rollins. Ça sera peu... C'est ce Nous aurons la conclusion de cette histoire-là dans les semaines à venir, j'espère. c'est ce que Damien Priest, en tout cas, peut imaginer, ouais, Peut clairement. conclure. Tout à fait. Alors, un autre match. Un autre match qui n'aura pas le même impact. J'ai pas dit le temps, 18 minutes 27 pour ce match-là. Et un autre match qui va durer un poil plus longtemps, et qui pour moi aussi, j'ai eu beaucoup de mal à lire comment ça va se finir, mais qui néanmoins n'a pas eu le même effet
auprès du public en tout cas. C'était un autre match pour le titre suprême qui était le titre suprême féminin cette fois-ci de SmackDown, le WWE Women's Championship, détenu par Asuka qui affrontait dans un triple threat Bianca Belair et Charlotte. Et donc un match, comment dire, qui en termes de rebondissement était plutôt bien foutu. En termes de calage in-ring, j'ai trouvé ça bien plus compliqué, moi. Il y a eu beaucoup d'attentes et peut-être un manque de rythme, notamment de Charlotte, et qui du coup n'a pas du tout emmené le public, j'ai trouvé, qui a dormi pendant 20 minutes à peu près. À la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a eu Baylor qui était blessée en fait, hein. Elle a eu vous savez les spots là où on est sur le côté du ring et puis on tombe sur le côté du ring. Ben là, on entend un grand bang quand elle est tombée et elle s'est tenue le genou. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle s'est tenue le genou gauche alors qu'elle était côté droit. Mais bon, admettons, c'est peut-être son appui en atterrissant qui lui a fait mal. Et Bianca Belair est évacuée. Bianca Belair est évacuée tout simplement. Et alors qu'elle est évacuée, elle voit au loin Charlotte qui fait son figure eight sur Asuka, et donc Bianca combat la blessure et vient interrompre ce figure eight. Et donc du coup les trois filles se retrouvent de nouveau dans le ring avec une Bianca sur une seule jambe, et alors qu'elles s'envoient des coups, Charlotte lance son figure eight sur Bianca cette fois-ci, sur sa jambe blessée. Asuka revient parce qu'elle avait été jetée hors dehors du ring. Et puis vous vous doutez bien que quand Asuka revient de dehors du ring, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crache à la gueule de Charlotte qui était tête à l'envers. D'ailleurs, c'est drôle parce que sur la lentille, on voit Charlotte qui s'y prépare avant. Donc elle ferme les yeux, elle ferme la bouche en faisant et puis avant qu'Asuka lui crache à la gueule. Charlotte bien blessée, bien aveugle. On a Asuka qui va tenter du coup de mettre son coup de pied sur Bianca Belair, mais se fait contrer par un roll-up de Bianca et qui, toujours les jambes coincées dans le figure eight, va faire le tomber sur Asuka et prendre la ceinture. Nouvelle championne WWE Women's, Bianca Belair. Le public est ravi parce que Bianca reste comme plutôt populaire, mais le public n'est pas autant ravi que quand il entend une musique qui fait tang 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 tang. Et en fait, c'est Io Sky qui arrive avec sa mallette à pleine vitesse. Au moment où elle va entrer dans le ring, elle est rattrapée par Bayley qui fait ta filme ta mallette. Bayley prend la mallette, un coup dans le dos de Charlotte, un coup dans le ventre d'Asuka. Elle rend la mallette à Io Sky qui va mettre un coup dans les jambes. Hein? Là, tu peux y aller. Ça faisait vraiment. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon. J'ai nettoyé. Tu peux y aller. Elle rend la mallette à Io Sky qui du coup va s'acharner sur Bianca en lui remettant un coup dans le genou, un coup sur la tête. Bianca est KO. Io gravit le poteau sous les vivas de la foule. Moonsault. 1, 2, 3. Nouvelle championne de SmackDown. C'est la fiesta. Le public est heureux comme jamais. D'un coup, là, ça l'a réveillé, cette petite fin de match qui a duré 30 secondes. Hein, mais ça l'a réveillé quand même. Io Sky célèbre dans le ring, rejointe par Bayley et rejointe aussi bientôt par une Dakota Kai qui me semble encore bien blessée parce qu'elle boitait comme pas possible. Elle a vraiment dû souffler un sale truc. Et les trois filles célèbrent avant de laisser Io Sky une dernière fois célébrer dans le public, où là elle va un peu fendre l'armure, j'ai trouvé, et vraiment nous lâcher des gros smiles et tout. On a senti comme qu'elle était bien contente, la petite. Un nouveau prono de Giscale raté. Io Sky est championne du monde féminine. Donc du coup, ça, je l'attendais celle-là. Ouais. Giscale, il faut que tu assumes maintenant. Hein. Alors, oui, que dire sur Alors d'abord sur ces deux matchs finalement. Faut que je l'assume. De toute façon, oui. Alors, sur le premier, il y a des choses. Le premier, il est difficile. Il est difficile à vraiment analyser parce que, déjà, je pense qu'il était trop long. Ça, c'est une première observation. Je pense qu'il y avait bien 5 minutes en trop. Le public, d'ailleurs, s'y est pas trompé. Hein, c'était compliqué.
Il était un peu trop long. Et puis après, c'est dommage parce que c'était un mix. En fait, c'était vraiment un mélange de bonnes choses et de mauvaises choses. Je pense ils avaient tous les bons ingrédients pour faire quelque chose d'assez foufou, parce qu'ils avaient quand même trois des toutes meilleures catcheuses à la WWE dans le ring. Donc, a priori, tu pouvais t'attendre à quelque chose d'assez fantastique. Surtout qu'ils savent plutôt bien faire les triple threats généralement à la WWE. Donc c'est vrai que je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup mieux dans le ring que ce qu'on a eu. Et puis après, ils avaient quand même plutôt une bonne gestion du suspense, globalement, il faut reconnaître, qu'ils n'ont pas trop mal géré. Pas que à cause du résultat, parce que je pense que Bianca, c'était sans doute la plus grosse cote du match. On voyait plutôt soit Asuka conserver, soit peut-être Charlotte prolonger son record, elle aussi, qui est à la recherche des 16 titres, là. Mais donc voilà, ils avaient des bonnes catcheuses, ils avaient du temps, ils avaient une bonne gestion, on va dire, du suspense avec pas mal d'incertitudes. Et pourtant, malgré tout, je sors de là en me disant, pouah, je me suis fait chier. Je me suis fait chier dans ce match, et je pense que ça a quand même beaucoup à voir à la qualité du catch qui a été proposé, qui était quand même assez très en deçà de ce qu'elles sont censées pouvoir nous faire. La Charlotte, mayonnaise n'a en pas pris, effet, hein. ouais, la mayonnaise n'a pas pris. Alors c'est vrai que moi je Non, suis assez ouais. dithyrambique sur Charlotte généralement, et j'aurais pas trop de mal cette fois à dire quand même que j'ai trouvé Charlotte très en dessous de ce qu'elle sait faire. Quasiment en pilote automatique, vraiment presque. On avait l'impression que ça l'intéressait pas spécialement d'être là. Elle a manifestement vraiment une très mauvaise alchimie avec Asuka. Enfin, ça ne marche pas du tout ce qu'elles font. Je trouve que Charlotte a quand même pas mal pesé négativement sur ce match. Une satisfaction, Asuka, je l'ai trouvé assez presque oubliable. Mais bon, ça, c'est globalement tout son règne, hein, qui est oubliable, Asuka. Ouais. C'est-à-dire que je me souviens même pas de ce qu'elle a fait dans le match. Et par contre, un point positif quand même que je retiendrai, c'est Bianca Belair qui est revenue d'une certaine manière aux origines de son personnage et aux origines aussi de ce qui a fait de son règne, ce qui l'a rendu over et ce qui a fait de sa première partie de règne, je trouve, quelque chose d'assez divertissante. C'est-à-dire, on a parlé de Super Cody tout à l'heure, elle a ce côté un peu Super Bianca, hein, qui combat l'adversité, la douleur par-dessus tout, qui est un monstre physique, qui est capable de toutes les prouesses, et on l'a retrouvé, on l'a retrouvé un petit peu dans ce registre pendant le match, et aussi évidemment surtout à la fin quand finalement elle est blessée, mais elle a plutôt bien vendu sa douleur. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez Ouais, impressionnant. oui. Et quand elle revient pour faire son 450, Ouais. tu sais, Sur une jambe. sur une jambe, tu la vois hésitante sur le turnbuckle, mais elle serre les dents, il faut qu'elle y aille, elle fait son 450, et ensuite derrière, elle se prend le figure eight qui a l'air horrible, forcément, et elle finit par arracher la victoire des griffes de la défaite comme ça. Là, c'était, d'un point de vue booking, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce qu'ils ont fait avec Bianca. Euh, D'un autre côté, alors du coup, je trouve ça presque dommage de casser l'effet d'une certaine manière en la faisant perdre immédiatement, parce que je trouve que ça aurait été un joli feel good. Enfin, une célébration de Bianca Oui. après ce match-là aurait été une belle manière de la repropulser, de la réinstaurer vraiment comme la top babyface qu'on a aimée et qu'on aimerait retrouver. Donc là, c'est vrai que la faire perdre immédiatement, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, écoute, elle aura sans doute l'occasion de revenir un peu là-dessus. Et puis après, voilà, bon, le camouflet pour mes pronostics avec donc Io, championne du monde. Bah écoutez, tant mieux pour elle, voilà, c'est ce que j'ai pu dire, tant mieux. Je suis pas un homme sans cœur, hein, je suis content pour elle, mais tant mieux pour elle. Maintenant, je pense que tout le monde va très vite se rendre compte que c'est une erreur, mais bon, elle aura ce que je prédis être un règne de transition, mais je ne peux pas imaginer dans quel univers c'est une bonne idée d'avoir une championne heel qui, enfin, j'avais dit, hein, mais qui a des plumes multicolores là sur son slip et qui ressemble à la gentille petite sœur d'un groupe de heel. Enfin, d'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. Enfin, direct, elle va à contre-courant de l'histoire qui est racontée, alors qu'elle a gagné en étant absolument crasse. Bayley qui a mis des coups de mallette, et elle qui Io Sky, il faut le dire, hein, mais qui avant de porter son moonsault, qui a remis un coup dans le genou de la championne blessée. Donc c'est une vraie Allez. victoire Elle est bien méchante. crasse de heal, pour au final aller faire un joli feel good avec Dakota qui arrive, et puis Ouais. comme tu dis, Yoskai qui fend l'armure, mais tu vois, elle fend l'armure, mais pour moi c'est une autre marque de manque de professionnalisme, et qui me fait dire que ce sera compliqué pour elle
en championne, elle est même pas foutue de tenir son personnage d'une certaine façon. Donc, ouais, voilà. Ok, elle a été championne. Moi, je pense qu'elle aurait jamais dû l'être parce que c'est pas une bonne idée. Mais bon, écoute, elle l'a été. Ça fait plaisir à quelques personnes sur Internet, j'imagine. Et donc, elle sera championne pendant un mois jusqu'à ce que quelqu'un de plus sérieux reprenne le flambeau parce que ça va pas nous mener très très loin, je pense. Très bien, je souscris à peu près en tout point ce que tu as dit, hein, sur notamment le manque de professionnalisme. Géliel, toi, quel est ton avis du coup sur ce double match féminin? J'ai trouvé ça fouillis, brouillon. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je suis d'accord que j'ai trouvé quand même qu'on avait une Charlotte très feignante, qui n'a pas été extrêmement rapide, qui a été extrêmement puissante, qui n'a pas fait celle qui embarque. L'alchimie avec ça, vous en avez parlé, ça passe pas, ça botche, ça marche pas, ça marche pas quoi. Donc, je n'ai pas été embarqué. Puis, c'est ma faute, hein, mais je suis parti sur une blessure de vocabulaire, je sais quoi. Je sais pas pourquoi. Entendu, je sais que, hein, je sais pas pourquoi. Du coup, quand je l'ai vu revenir, Parce qu'ils l'ont bien ça joué, m'a à la limite. redit. Non, mais ouais, je suis d'accord. Pas de problème. Mais pas de Le problème. coup des médecins et Ok. tout qui arrive et tout, sur le coup, t'as vraiment l'impression qu'il s'est passé un truc. Ouais, tout à fait. Et puis derrière, le problème, c'est que finalement, on ralentit. Tout de suite, effectivement, on l'a déjà vu le truc. Hein, du coup, non, finalement, l'époque sexuelle revient. Ça va bien mieux que prévu. Enfin, bref, voilà. Ouais, j'ai trouvé. Du coup, je me suis embarqué, mais c'est de ma faute. Hein. J'ai trouvé que Charlotte et puis Asuka meublé qu'autre chose, et je trouvais ça moyen parce que déjà 3, je trouve que avec juste Charlotte et Asuka, c'était en plus dessous. Donc voilà, j'ai eu du mal à accrocher, j'ai trouvé ça bordélique. Et puis après, qui vient, ouais, pas de problème. On a la lettre, il y a une championne qui a été, c'est le bon moment là pour le coup, ça c'est un peu tout seul quoi. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, derrière, les jeux, enfin, non, enfin non, quand même quoi, quand même. Donc j'ai vraiment pas accroché pour l'écriture et puis un sentiment de, je sais pas, un peu vexé d'avoir été aussi bien trompé non. Pourquoi pas. Ah, mais c'était bien fait, hein, c'était bien fait. Mais ouais, non, c'était bien fait, c'était pas de souci. Enfin, j'ai trouvé C'est pas ça la bonne trop jambe, mais c'est bien fait. histoire trop. Ouais, voilà. J'ai trouvé c'est trop bordélique pour que j'ai pas. T'as pas kiffé d'être trompé par Bianca. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout Non, le monde. ouais, Je pense que c'est ça quand t'es avec une championne du monde. pas que ça. Alors, Il y avait pas. va-t-on être trompé sur la marchandise? Va-t-on être trompé sur la marchandise pour le main event? Je lance tout de Ah, suite le débat, voilà, je suis chaud, hein. Comme ça, j'annonce tout de suite. Un main event de 36 minutes 04, aïe, aïe, aïe. opposant le champion universel indisputé Roman Reigns, qui remet en jeu donc sa ceinture, mais aussi son titre de chef de tribu, contre son cousin, son jeune cousin d'ailleurs, parce que je crois qu'ils sont pas de la même génération. Enfin, ils ont le même âge, mais ils sont pas du même niveau arbre généalogique, je veux dire. Jey Uso en 1 contre 1. Donc voilà, donc Tribal Combat. On nous l'a annoncé, le voilà. Préparez-vous à avoir de la tribu partout. Et effectivement, Jey Uso arrive avec un magnifique collier à fleurs blanc. Roman Reigns arrive avec son magnifique collier à piment rouge. Et c'est tout. Voilà. Bon, c'était ça. Bon, c'était en fait un ODQ. C'est un ODQ et donc du coup un ODQ qui va démarrer un peu sur le modèle des derniers matchs à Bloodline, c'est-à-dire qu'il y a un démarrage très très lent où ça se taunt, où ça se tourne autour, où ça tourne un peu comme deux lions dans une cage qui seraient face à face. Le combat va enfin rapidement non, parce que sur un match de quasiment 40 minutes, mais il va finir par déborder en dehors du ring, puisque il est no DQ, donc on peut profiter de l'espace.
Et alors que Jay fend la foule pour partir à la poursuite de Roman Reigns, il est arrêté par un pouce, le pouce de Solo Sikoa, qui le décapite sous les cris horrifiés d'un membre du public qui était près du micro et qui va nous commenter tout ce segment dans les tribunes quasiment en live en disant non, Solo, ne fais pas ça, c'est ton frère, Solo, quitte Roman Reigns. Et donc on va y avoir droit pendant 5 minutes. Je Mais le Solo, soupçonne quand même de ça. Enfin, il devait savoir qu'il était potentiellement entendable, hein, parce qu'il s'est quand même beaucoup donné. Mais oui. oui, en tout cas, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, ils se sont dit, allez, on le laisse, c'est drôle. Franchement, c'est franchement le mec, il y a le non, Solo, c'est ton Arrête, frère, Solo, arrête. Solo, fais pas ton salaud, Solo. Et donc, bon, Pas maintenant. Solo, malheureusement, Solo est un salaud. Tout ça. Voilà, pas pour tout ce que tu as fait. Et donc, Solo massacre Jay. Alors je sais plus exactement comment ça se passe. Je suis désolé, hein, j'ai perdu, mais je sais que Jay finalement réussit à reprendre le dessus sur le Solo et le passe à travers la table. Yes. Du coup, Jay reprend le dessus sur Roman et va réussir à lui placer plusieurs spears. Il y en avait déjà passé un du coup dans le match. Il repasse un à travers la barricade là, alors que en fait il y a eu un petit échange de regards entre Reigns et Solo, justement habituel, hein, avec Solo qui commence à douter un peu de son tribal chief, et donc Jay en profite pour foutre un spear à travers la barricade. Il balance Reigns dans le ring. Je crois qu'il remet un troisième spear et il monte dans le coin du ring. Il nous fait le Uso Splash, donc on est déjà à 3 spears plus un Uso Splash, et donc du coup le compte démarre. 1, 2, et Roman Reigns ne veut pas se relever. Non, il ne se relève pas. La main de l'arbitre arrive sur le sol. Et non, il est tiré en arrière par un homme caché, un homme cagoulé, un homme dont on ne sait pas l'identité, jusqu'à qu'il enlève sa cagoule. Et je vous le donne dans le mille et mille. On avait toute la famille sauf un. Et ben c'est le un qui est là, c'est le Jimmy. Le Jimmy qui trahit son frangin, son jumeau, son copain de toujours. Et puis du coup qui super kick Jay qui vient de trahir pour le donner en pâture à Roman Reigns, qui va lui mettre un spear mais définitif puisqu'il le passe à travers une table. Il y a eu des kendo stick, il y a eu toute l'armada qui a été sortie, même une ceinture en cuir là qui a été sortie. Et donc il y avait une table qui avait été mise dans le coin du ring, et du coup le spear est fait à travers la table, et 1, 2, 3, c'est terminé. Roman Reigns reste champion, Roman Reigns reste le chef de la tribu. Jimmy a l'air super en colère, mais il a trahi son frère. Voilà, le show se termine ainsi, mais avant qu'il se termine, on va quand même demander votre avis sur ce match final, ce match de la Bloodline qui conclut quasiment tous les pay-per-view. Géliel, quel est ton avis sur ce match? On peut un peu sur autre chose avec finalement petit moment le Jay versus Roman. Tu l'as dit, hein, c'est parti assez doucement après la présentation, mais j'ai trouvé le match très très sympa d'un point de vue catchesque, en mettant un peu de côté l'histoire, avec un Jay qui finalement montre que il peut l'être. Il peut être ce tribal chief dont on parle, parce que finalement, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il est capable de prendre le dessus à la loyale, plus ou moins sur Roman Reigns. Et puis arrive finalement Solo, qui malgré tout vient, malgré les différents points qu'on a pu voir précédemment avec les hésitations de Sikoa, etc., reste quand même à la défense du tribal chief. Et ben on voit encore Jay qui s'en sort. Et on se dit que voilà, là on a quelque chose qui est en train de se produire un peu sous nos yeux, avec le Jake en train de petit à petit remplacer, ou au moins de venir à dans la même ligue que Roman Reigns. Et puis on arrive au ce moment où on a ce gars cagoulé tout en noir qui arrive et qui tire les pieds de Jey Uso, et puis c'est Jimmy Uso. On repart sur une trahison. Alors moi, ce que j'ai trouvé
par rapport à ça, alors on est encore sur du très bon niveau d'histoire, mais je trouve qu'on est un petit peu en dessous sur l'histoire parce que finalement, c'est quoi Jimmy pour se rapprocher de Roman Reigns et de Solo Sikoa ou Jimmy plutôt en lutte fratricide de jalousie Oui, vis-à-vis de Jay. Moi, c'est plutôt un Ouais. peu ça que j'ai en tête. oui, j'espère en Du tout cas. Oui. Oui, oui. Donc, et pour moi, du coup, on est un petit peu plus bas que ce qu'on était jusqu'à présent, puisque ça concerne Jimmy et Jay. Et du coup, d'un seul coup, c'est beaucoup moins Roman Reigns, Solo, voire Paul Heyman. Mais moi, j'ai adoré tout le finish. Je suis d'accord avec toi. Alors, moi, j'avais la version où j'avais la fin. Alors, c'est affreux, mais j'ai dû mettre en pause à un moment où le match était pour moi quasiment plié. Il restait encore 25 minutes. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer là? C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Randy Orton arrive. Randy Ah bah, Orton arrive, c'est sûr. Et ben voilà. Et donc, bah, ça a été. Il y a pas eu. Il y a pas eu. Il y a juste l'arrivée de Jimmy Uso. Mais du coup, ça a quand même été un peu long. Un peu long pour moi parce que très lent au début et puis qu'il a fallu la séquence solo, la séquence Roman qui repart, la séquence Jimmy, la bataille, etc., etc. Donc j'ai vraiment bien aimé hein, Main Event Jey Uso sans problème. Hein. Il a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vraiment très 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 sympa ce qu'il propose entre les mimiques faciales, toutes les émotions qu'il fait, plus le in-ring qu'on connaît depuis des années. Roman Reigns, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Il a plus été sur les émotions et je l'ai trouvé très bien sur ce qu'il fait là. C'était très, 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 sourd, euh, comme d'hab, très, très inexpressif ou très économe dans ses expressions, mais qui en dit pas mal. Et à voir pour Jimmy sur ce que ça va donner plus tard. Mention spéciale à, à Paul Heyman qui était de toutes les prières et imprécations possibles Oh là là, pour essayer d'aider Roman Reigns du mieux qu'il pouvait en quel appelant à plaisir. tous les dieux du catch. C'était assez incroyable l'acting qu'il avait tout le long du match là. Il y a eu un moment où ils se sont regardés avec Jey Uso qui était très 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 sympa quoi. Donc voilà, on reste encore sur du très bon main event, on reste sur une très bonne bloodline, mais j'ai l'impression pour moi voilà, qu'on redescend à moins que à voir la suite de ce qui va nous être raconté, mais qu'on revient un peu moins, on épuise un peu le filon bloodline pour repartir pour moi hmm. sur un truc qui opposerait les jumeaux. C'est mon ressenti tout de suite, mais ouais, gros main event, j'ai beaucoup apprécié. Très bien. Et toi, Jusqu'à alors satisfait aussi du niveau du catch, mais moins de l'histoire? Non, non, satisfait des deux. Moi, j'ai trouvé, enfin, je suis j'étais très convaincu par ce main event. Enfin, que j'ai trouvé encore une fois topissime. Sans doute peut-être pas le meilleur des main events de la saga Bloodline. C'est sûr que ce soit Money in the Bank, Elimination Chamber, Royal Rumble, Clash at the Castle, enfin tous ces grands main events de ces 6 à 8 derniers mois peut-être étaient plus forts en intensité ou en folie que celui-ci. C'est un argument qui sera tout à fait recevable, je pense. Mais bon, on reste encore sur du main event de très très haut niveau. En fait, moi je retiendrai surtout la performance XXL de Jey Uso qui a montré qu'il était potentiellement prêt à prendre son envol en solo, que c'était une vraie star en solo. Moi, je suis assez bluffé de sa performance. Roman Reigns égale à lui-même, il n'y a il y a pas de débat là-dessus. La durée du match, peut-être. En fait, parmi les trucs que je reprocherais au match, c'est peut-être sa durée. Je pense que ils se sont fait plaisir. Hein. C'est du main event Bloodline classique made in Triple H. Hein. Voilà, encore une fois, la barre des 30 minutes largement éclatée. Je pense qu'on pourrait se retenir. Tu vois, 30 minutes, je pense que c'est bien. Ces 6 minutes-là, en plus, bon, voilà, je continue à en parler, mais je pense qu'elles auraient pu servir ailleurs dans le show. Ouais, Donc, Ronda, hein. par exemple, par exemple, exactement. Donc non, mais la durée du match. Et puis un autre truc qu'il faut quand même mettre au discrédit, on va dire, de ce match, c'est la Stipu. Et la Stipu, c'est une vraie déception. Le Tribal Ah, c'est Combat, feignant, hein. ouais, tel qu'il nous avait été vendu. Alors, je sais, j'avais rigolé un peu quand Raphaël avait dit sur le Discord, putain, on voulait voir les colliers, Les os les dans le nez et Hunters, là, tout. les os dans le nez, les anciens autour du ring, machin et tout. Moi,
En effet, d'une certaine manière, je trouve que oui, c'est vrai, ça manquait un peu de décorum, ça manquait du côté inédit finalement, à part le package vidéo qui avait été rajouté vraiment au dernier Oh, SmackDown. il était long, Euh, hein. ouais, et le package vidéo qui avait été rajouté au dernier SmackDown pour expliquer les règles du Tribal Combat et d'où ça venait, qui était bienvenu quand même, franchement, parce que depuis la signature du contrat, je trouve que ça avait été quand même vachement évacué, c'est-à-dire que télévisuellement parlant, c'était difficile pour nous de vraiment comprendre l'enjeu du Tribal Combat, et je trouve que bon, le package vidéo était bienvenu, mais ça aurait mérité d'appuyer encore plus le coup et de rendre le moment encore plus marquant, parce que c'était la première fois qu'ils utilisaient ce terme et cette stipu, pour en faire une sorte de grand spectacle cinéma comme ils savent le faire. Donc je trouve que ça a manqué. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'au final, on a eu un long no DQ qui ne sortait pas forcément de l'ordinaire. Et peut-être que dans 6 mois, quand on reparlera de la Bloodline, ce match-là ne ressortira pas forcément dans nos mémoires de manière spontanée parce que, bah oui, c'est vrai qu'il n'y avait rien d'absolument incontournable dans ce match. Mais néanmoins, voilà, moi je trouvais que c'était quand même un super main event de pay-per-view, grosse prestation de Jey Uso, énorme tension scénaristique, pas du tout de tension d'un point de vue du résultat, hein. Enfin, oui, il y avait pas vraiment de doute sur le fait que ça allait être dirty et qu'il allait encore avoir une péripétie. Et d'ailleurs, bon, l'intervention de Jimmy Uso arrivait un petit peu gros comme une maison, mais en fait, pour moi, elle semble tellement logique dans la suite de l'histoire que ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai très très hâte de voir SmackDown pour savoir dans quelle direction ils vont aller. Je prie évidemment que pour moi, ça va être une lutte fratricide entre les deux. Ça fait des mois hein, que les indices sont là, hein, depuis que à chaque fois que Jimmy Uso s'est blessé, toujours Jay a tiré la couverture. Alors justement, est-ce que ça va être présenté comme volontairement ou involontairement? C'est-à-dire que Jey Uso aura tous les arguments du monde pour dire bah écoute non mais je l'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça parce que je voulais contrer Roman Reigns et tout, mais c'est vrai qu'on se souvient il y a 3 ans déjà quand Jimmy s'était blessé, qu'est-ce qui s'est passé? C'était l'avènement de Main Event Jey Uso, et quand il y a eu Main Event Jey Uso, à chaque fois que Jey Uso a eu un match pour le titre contre Roman Reigns, c'était toujours Jimmy qui d'une certaine manière l'a empêché de l'emporter, et là Oui. c'est encore vrai une nouvelle fois. Si on revient en arrière, c'est quand même une histoire qui dure depuis 3 ans, hein. C'est Clash of the Champions, je crois, à l'époque où Jimmy Uso avait abandonné pour son frère en jetant la serviette dans le ring pour dire c'est bon, arrête de martyriser mon frère. Et quelques mois après, ou je sais plus, juste après, à Hell in a Cell, il y avait eu un I Quit match, et c'était parce que, c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est Jimmy Uso qui avait été pris dans la guillotine pour faire dire I Mm, quit à son frère qui voulait pas c'est abandonner. ça. Encore une fois, cette fois, c'est encore un titre, un title shot pour Jey Uso qui a été empêché par son frère. Et si on voulait même pousser le vice, faut se rappeler qu'il n'y a pas très 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 longtemps, avant Money in the Bank, Jey Uso avait eu un match pour le titre US, alors que c'était assez flou encore la relation entre les deux. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'était un super kick de Jimmy Uso qui avait empêché son frère de l'emporter. Malencontreusement ou pas, on verra comment ils s'en servent plus tard, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'indices depuis que cette histoire existe, de dissension potentielle entre les deux. Roman Reigns avait eu le bon rôle, je crois, il y a 2 semaines, de rappeler que, dis donc, Jimmy est à l'hôpital et toi, le premier truc que tu fais, c'est de revenir le soir même demander un title shot. Voilà, les graines de la dissension sont là, donc moi j'ai hâte. La Bloodline a le bénéfice du doute, mais elle a mon blanc-seing pour des années presque, j'ai envie de dire. Ils pourraient se chier dessus 5-6 fois, que je continuerai à leur dire mais ok, pourquoi pas, allez-y, surprenez-moi, parce que jusqu'ici ils nous ont toujours prouvé que à chaque fois ils faisaient les bons choix sur le long terme. Donc j'ai aucune inquiétude sur le fait que cette fin de match va déboucher sur des trucs encore une fois passionnants, et sans doute peut-être en effet en écartant peut-être un petit peu Roman Reigns du centre de l'attention. Donc ce sera peut-être aussi rafraîchissant. Donc on verra comment ils vont gérer ça. Voilà, gros main event, énorme finish selon moi d'un point de vue storytelling long terme, et très très hâte de voir la suite. Mais les regrets sont sur l'utilisation de la stipu qui sans doute relèguera ce main event au rang des matchs peut-être un petit peu dispensables de cette grande saga qui dure depuis maintenant 3 ans. Yes, un nouvel épisode de plus. Ouais, alors moi je suis partagé là-dessus parce qu'effectivement, je reconnais comme vous la réussite de Jey Uso en main event. Alors même si je suis. Alors je ne sais pas s'il y a un souci ou pas sur le micro parce que c'est quand même bizarre cette ambiance qu'on a eue où c'était tantôt en feu, tantôt tout calme. Et là, pendant le main event, tu avais le public qui était debout en train de danser avec Jey Uso et j'ai l'impression qu'on n'entendait pas grand-chose. Donc je sais pas, Ouais, ouais. ça m'a juste.
Ça m'a juste un peu perturbé. Je me disais, purée, ils auraient dû faire sauter le toit en fait. Mais non, c'était plutôt calme en fait. J'ai trouvé étrangement. Alors peut-être que la longueur du show, peut-être, mais je sais pas. Et au fait, je suis rejoint aussi Gilles sur le fait que, alors, il va avoir une histoire avec Jimmy. L'avantage, c'est que son Roman, il vient d'enchaîner quelques pay-per-view de suite. Il va faire sa pause habituelle, hein, faut pas croire. Il a trop bossé, la Roman. Donc, il va falloir qu'il fasse sa pause. Et donc, j'espère que ça sera ça, que Jimmy et Jay, enfin, que Jimmy sera le mec qui va faire l'intérim le temps que Roman fasse sa pause. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on continue avec un Jay au top niveau et que ce soit pas juste Jay l'homme de passage et puis qu'après il soit envoyé dans les limbes et puis il trouve un nouveau challenger à Roman et lui il fait sa vie dans des petites histoires de famille, quoi. Ça serait un peu tristoun. Mais bon, quelque chose qui est tristoun aussi, bah, c'est que la review se termine. La review se termine, mais elle se termine pas comme ça, elle se termine avec quelque chose d'important, elle se termine avec le mot de la fin. Et donc, Giscal, chaud comme la braise, va nous donner son top, son flop et sa note et va directement dessus par Géliel. Préparez-vous. Attention, c'est parti. Allez, on va essayer d'être un peu plus rapide. Bah, ma note, écoute, malgré tout ce que j'ai pu dire sur cette honte absolue qui a entaché la carte, je vais quand même conclure pour dire que j'ai passé plutôt un bon SummerSlam, voire un très bon SummerSlam. Je pense que c'est un pay-per-view qui est globalement très réussi, dans un magnifique stade. Il y avait, même si je pense que ta théorie des petits soucis de micro peut s'entendre, parce que je pense quand même qu'il y avait une très belle ambiance au Ford Field Stadium, là. Donc, je vais mettre un 4 sur 5. Franchement, voilà, c'est du gros pay-per-view made in WWE qui est pour moi réussi. Gros main event, grosse intro, des matchs pour les titres mondiaux qui étaient de bons à très 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 bons. Et voilà, cette tâche qui fait que je peux pas aller plus haut. Mon flop, bah, du coup, c'est cette grosse tâche immonde. Et j'aurais sans doute encore d'autres reviews pour me lâcher dessus parce que Shayna Baszler, j'imagine qu'on va encore la voir sur nos écrans. Donc je pourrais comme ça continuer à en parler. Et puis bah, mon top, je vais le donner à un truc. Bon, en vrai, mon top, ce serait indubitablement ce Finn Balor, Seth Rollins que j'ai trouvé absolument sublime. Mais je vais le donner à l'arbitre du match entre Cody Rhodes et Brock Lesnar, puisque je le remercie de ne pas avoir arrêté le match pour ce qui semblait pourtant être une disqualification flagrante. Oui, On est quand même d'accord que Cody Rhodes a frappé Brock Lesnar avec les escaliers avec du ring. l'escalier, je suis d'accord. Oui, t'as raison. Je me suis fait la même réflexion. Alors moi j'étais estomaqué devant mon écran. Je me suis dit, Très. qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce J'ai cru bordel? qu'il y avait des culs. Hein. Bah oui, moi aussi. Et donc du coup, bah écoute, d'une certaine manière, je remercie l'arbitre de nous avoir quand même permis d'aller jusqu'au bout de ce match absolument épique que j'ai adoré. Donc merci à cet illustre inconnu qui a fait une faute professionnelle assez inexplicable. Et je sais pas. Je ne sais pas. Il n'a pas été très bon non plus pour les décomptes extérieurs. Il a plusieurs fois sauvé les miches en démarrant plus tard pour limiter la casse. Parce que On va c'était pas bon non remercier plus. l'arbitre d'avoir sauvé le match plusieurs fois par son incompétence. Donc voilà, Voilà, mon c'est ça. top à cet arbitre. Yes, bah, très bien, très bien. Alors justement, Juliel, quel est ton avis, toi? Je vais commencer par le top flop note, par le top flop, et puis je donnerai ma note après. Oh. Je pensais que tu allais bah écoute, Bon, tu sautes, je pas. vais, si, je vais mettre mon flop sur la WWE parce que filer la ceinture à Io Sky, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Trop C'est tôt. mérité. Le Trop mec qui tôt. bâche une high flyer. Voilà, ça y est. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah oui, mais il faut quand même être. L'imposture est révélée. C'est trop tôt. Si elle, je trouve que c'est pas mérité. Je trouve que quelque part ça dévalorise aussi un petit peu la ceinture. Alors, Ouf. on peut me dire qu'ils avaient qu'à pas lui donner, mais je pense qu'il y aurait eu meilleur à faire éventuellement en lui donnant, mais en construisant quelque chose autour. Il n'y avait pas de nécessité à aller aussi vite pour la couronner, si ce n'est éventuellement, mais alors dans ce cas-là, ça n'a aucun sens, la faire perdre très rapidement et on ne la voit pas conserver cette ceinture longtemps. Donc du coup, c'est ça qui est étonnant. Donc du coup, je ne comprends pas, je vois pas l'intérêt. Il y avait des choses à écrire éventuellement sur damage control, l'histoire avec Bayley derrière.
Alors là, il y a d'autres choses qui peuvent s'écrire parce que Yoska, il y a maintenant la ceinture, mais il y a des choses beaucoup plus fun à écrire avec la mallette qu'avec la ceinture, je trouve, où on va être sur quelque chose de tout de suite beaucoup plus sérieux. Donc voilà, moi je trouve que c'est trop tôt, pas de nécessité d'aller si vite, et puis pas la bonne, voilà, pas le bon move, pas maintenant. Peut-être dans 6 mois, avec une grosse construction, Yoska aurait été beaucoup plus crédible, aurait pu partir sur un règne beaucoup plus long et plus intéressant. Là, pour moi, c'est trop rapide s'il se passe ce que j'imagine, à savoir qu'elle la perd tout de suite derrière, quoi. Donc, pas d'intérêt à le faire maintenant. Donc, c'est mon flop. Mon top, alors j'ai failli effectivement le mettre à la verrue aussi, mais je te laisse le faire. Mon top, bah, je vais pas, je vais être très très méchant, mais je vais pas mettre de top parce que je le mettrai dans ma note quelque part. Je vais mettre un deuxième flop si les règles Mais c'est pas internationales possible. du catch-up Oh là 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 l'autorisent. là là. Tout part en Enfermez couille. cet homme là. Arrêtez-le, Allez, arrêtez-le. un deuxième flop. Globalement, au show, qui a comporté finalement trop peu de surprises. Pas de retour alors pas forcément de Goldberg ni de Randy Orton, mais pas de retour attendu. Des matchs où finalement c'est plutôt déroulé. Pas assez de surprises à mon goût sur les résultats, pas assez de surprises sur le contenu. Finalement un peu sage pour moi. Même si, donc voilà, pas assez de surprises, pas assez d'événements un peu qui sortiraient de l'ordinaire. Ça m'a manqué à l'issue du pay-per-view, où quand j'ai réfléchi un petit peu à ce que je venais de voir, je me suis dit ça manquait quand même un petit peu de trucs qui sortent voilà, auxquels on s'attendait pas forcément. Et donc du coup, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Pour autant, j'ai passé comme Giscard un super moment. Entaché de quelques petits toussautements de sang, crachotements de sang sur certaines actions ou certains matchs. Certainement aussi grâce à un main event encore de très haut niveau qui laisse finalement une bonne impression dans la bouche. J'irai peut-être pas jusqu'à 4, mais je ferai un gros 3,75 sur ce SummerSlam 2023 à Détroit, où, rappelons-le, nous avions vu Randy Orton, où il avait été aperçu. Voilà. Ça sera mon mot de la fin. Eh oui. Mais c'est pas obligé de mettre une note, hein. Tu peux rajouter un troisième flop si tu veux. Mais... Non, je veux pas qu'il y ait jurisprudence. On peut Déjà avec changer, deux, si c'est je suis pas sûr. Si tu veux tout, on va arrêter, on arrête. Hein. Déjà, tu nous mets dans la merde pour les prochaines reviews. Là. Maintenant, il y a Voilà, 2 franchement, flops. et heureusement que le patron est pas là. Oh là là. Oh là 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 Qu'est-ce que là t'aurais là. pris? Justement, c'est bien parce que Irem n'était pas là que je me suis permis ce mouvement, ce move. Bah d'accord. Bon bah alors, et comme il est pas là, je vais profiter aussi pour faire quelque chose qu'il déteste. Je vais lire un avis que nous a laissé Raphaël. Raphaël, je sais qu'il déteste ça. Et donc je lis l'avis de Raphaël. Voilà, Raphaël, je lis ton avis. Donc un gros show avec beaucoup de gros matchs, mais ça manquait un poil de moment marquant dont on se souviendra. Voilà, il rejoint un peu Juliel finalement là-dessus. Top, Rollins-Baylor, même si le moment aurait été parfait, le match vraiment légendaire avec la victoire de Finn, mais ils ont quand même écrit une magnifique partition. Je le rejoins tout de suite, ça sera mon top aussi. Le flop, je l'assume, flop sur un style plus Tribal Combat. On nous a vendu tellement d'une guerre culturelle à Clash familial que j'espérais tellement mieux dans les objets, le décor, l'ambiance, la violence, les os dans le nez, que finalement, à part du kendo stick de la chaise inspire et pas d'os dans le nez, eh ben, on a raté tout ce qui aurait dû être impressionnant avec ces 3 ans de règne. Note 3,5. Beaucoup aimé le match de Rollins, forcément, c'est son top. Et le triple threat féminin. Voilà. Le reste en deçà de ses attentes, notamment le Lesnar Cody, qui était pas foufou. Drew, qui est un aussi bon rival que Sheamus, mais pas plus. Et l'opener qui était esthétique, sans plus. Et le main event, lent, mais prenant. Un bon gros show, mais clairement moins de surprises et de souvenirs que Money in the Bank, où il était sur place, ça se comprend. Petite parenthèse avant de donner mon top flop note aussi. Moi, voilà, on s'en fout, on change tout aussi. Je rejoins, j'ai oublié de le dire pendant la review, sur le décorum du show. En fait, on a parlé du Travel Combat qui n'était pas animé, le MMA Combat qui n'était pas animé, et de toute façon, globalement, il n'y a absolument rien eu qui fasse penser que c'était le deuxième show de l'année, ne serait-ce qu'en tenue, ne serait-ce qu'en feu d'artifice, ne serait-ce qu'en entrée, pas de musique, il n'y avait rien de spécial. C'était du classicisme légèrement dégueulasse, j'ai envie de dire. Où est le spectacle? Feignant, grosse feignasse de Triple H. Voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Et moi, je ne suis pas une feignasse, donc je vais donner mon mot de la fin. Top, Rollins-Baylor, comme Raphaël, je n'ai rien à rajouter. Le flop, moi, je tire sur l'ambulance et je vais le donner du coup à Shayna versus Ronda, vu que ce n'était pas du catch. Et donc, je ne vois pas ce que ça a à foutre à l'écran.
Et ma note, je donne un 3,25 puisque c'est certainement un des pires PLE de l'année pour moi, un des moins bons, on va dire plutôt dans ce sens-là, puisqu'en fait, on a eu des très bas, notamment ce match féminin, mais aussi moi j'ai le Cody Lesnar qui baisse ma note aussi. Et la Bloodline qui d'habitude rehausse la note, et ben là était un peu moins forte que d'habitude. Donc ce qui fait que du coup je me retrouve avec une moyenne basse par rapport au reste de l'année. C'est fini. Eh ben, Bon, on a réussi. eh bien, chers auditeurs, vous savez où nous retrouver, comme d'habitude. Vous nous retrouvez sur Télérama, sur TF1, sur M6, William Lémergie le matin, puis certainement sur 3615 Catch-up CDC, bien sûr, puisque nous sommes issus des cahiers du catch. Et puis aussi sur toutes les pods cloud, Apple Cloud, Google Cloud, je sais pas quoi cloud. Vous le savez, vu que vous nous écoutez, forcément, vous nous avez déjà trouvé. Par contre, vous ne savez peut-être pas, et ça je vous l'indique, que nous avons aussi un compte Twitter à @catchupcdc, Instagram, Facebook, que nous avons aussi un Discord où nous pouvons échanger. Nous avons fait plusieurs fois référence à ce magnifique outil durant notre review et dans lequel aussi vous avez accès au concours de pronos. Concours de pronos d'ailleurs, hop, et j'ai fait faire de boulette, j'ai oublié de donner le résultat. La belle transition. Qui a été gagné, transition magnifique, par qui par On Rome. sent que c'est préparé. Hein. On sent que c'est Rome qui préparé. a fait un 23 points et qui devance Joule. Voilà, donc Rome est le nouveau roll-up champion. Et Joule, le vrai Joule non, c'est certainement, Joule avec un D et avec un O, avec deux O d'ailleurs. Julo, d'accord. Non, Joule. Et le Steel Champion, Catch-up People Champion, c'est Gwen qui reste champion avec un total de 64 points et qui est suivi sur le podium par Tony Voreres avec 62 points, donc 2 points derrière. Et Jules, le fameux, qui est troisième avec 59 points. Vous les gars, je vous trouve pas, donc je sais pas si c'est normal, faut peut-être s'inquiéter. Ah si, Giscal 7ème, 55 points. Géliel, je crois que tu es en deuxième partie de tableau, non? 29e avec 8 points. Ah là, quelle honte. Et tu n'es pas dernier, Géliel, parce que je suis dernier avec 7 points. Ah bah non. Non, moi je la joue au talent. Je ne comprends pas, j'avais misé sur Karen Cross en Battle Royale, j'ai pas gagné. Vraiment, le monde est injuste. C'est une vraie surprise, c'est injuste. C'est vraiment une surprise. Je ne comprends pas. Bon, allez, on se casse là, ça fait trop longtemps qu'on parle, les gens se sont barrés, nous écoutent plus, on est déjà plus que nous trois dans le catch-up universe. Merci Géliel pour ta participation. Merci Papy, merci Giscal pour cette belle review de ce beau SummerSlam. Merci Giscal aussi du coup pour ta participation et puis pour toi avoir suivi les règles contrairement à Géliel. Ouais, bah écoute, j'essaie de. Moi, je sais Babyface. Géliel, par contre, je l'ai vu à Londres, déjà des penchants de heel assez clairs. Donc, je ne suis pas surpris. Non, merci Papy pour cette belle présentation et merci à tous les deux. C'est sympa de revoir ce SummerSlam en triple threat. Ben ouais, c'était très sympa. On a bien rigolé entre nous et j'espère que vous aussi, comme le disait notre ami Ringside, vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à la faire. Voilà, voilà, c'est bien pour ça que c'est lui qui le dit d'habitude. Je ne sais pas la faire sa phrase. Et en tout cas, merci encore de nous écouter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres reviews pleines de catch. Salut. Salut à tous. Ciao, tout le monde. On le rajoutera en imitant ta voix comme on avait fait sur la review, je ne sais plus laquelle. Ah oui. De toute façon, on sait bien que ça fait une demi-heure que tu es parti, Giscal, et qu'on improvise. Donc, c'est moi qui imite Giscal depuis une demi-heure, pour info. Tu fais très très bien. C'est impressionnant. Ah, je fais aussi très bien le chat. Allez, on coupe.